représentant résident du Centre africain d'intelligence économique. Il est aussi le vice-président de l'Association africaine de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Sakho, nous vous remercions encore une fois d'avoir bien répondu à notre invitation. Vous avez la parole. Merci Abibatou, hein. Merci beaucoup Abibatou. Merci Youssoufa. C'est moi qui vous remercie bien sûr de me donner l'opportunité de pouvoir partager avec vous. Mais je ne commencerai pas sans vous féliciter de cette excellente initiative. Je pense que le continent africain a un tournant très important où je pense qu'il faut des actions citoyennes très fortes pour arriver, je pense, à s'impliquer. Et il y a un mot très important que j'ai vu dans votre texte, être une force de proposition. Je pense que c'est ce qui est attendu. Les politiques ont leur rôle, mais elles peuvent malheureusement pas tout régler et elles ont besoin qu'on se mette tous ensemble pour avancer. Quand on voit le drame aujourd'hui des jeunes qui quittent le pays, qui traversent l'océan Atlantique et qui laissent leur vie, je pense que tout ça doit nous interpeller. Ce n'est plus simplement une affaire de politique, mais je pense une affaire citoyenne. Et c'est à cet effet que je pense que des initiatives comme le PACT sont à encourager. En tout cas, moi, je vous félicite de cet excellent travail qui a été fait. Voilà. Je pense que le premier point, c'est faire un état des lieux de l'assainissement. Je commencerai par dire, je commencerai vraiment par revenir sur certains concepts qui sont importants. Je n'ai jamais appris l'assainissement, je n'ai jamais appris la gestion de l'eau potable. Ce n'est pas mon métier du tout. Justement, l'Afrique a besoin de polyvalence parce que nous n'avons pas les moyens d'avoir des spécialistes partout. Donc, on a besoin de personnes qui soient capables de comprendre l'ensemble des processus qui viennent de la gestion des ressources humaines au management en général. C'est de ça que ce continent a besoin pour mettre les gens au travail. Voilà, c'est ça. Quand on parle d'assainissement, malheureusement, on ramène ça essentiellement au drainage des eaux pluviales. Parce que c'est sur 3 mois sur l'année que nous avons de fortes saisons de pluie. Mais l'assainissement va au-delà des eaux pluviales. L'assainissement, c'est d'abord les eaux usées. Où est-ce que le Sénégal, en termes de drainage des eaux pluviales, c'est difficile. Cependant, en termes d'assainissement d'eau usée, il y a des indicateurs qui sont précis. On appelle les taux d'accès améliorés, qui étaient relatifs aux OMD. Quand vous prenez le taux d'accès amélioré relatif aux OMD, en milieu rural, le Sénégal est à 42%, en milieu rural, et en milieu urbain, on est à 67%. Et présenter ces données comme ça, en valeur, sans avoir de différentiel, ça peut vouloir ne rien dire. Je dis en milieu rural, le Sénégal est à 42%, un taux d'accès amélioré pour l'assainissement des eaux usées, alors qu'en Afrique au sud du Sahara, on est à 20%. En milieu urbain, le Sénégal est à 67%. En Afrique au sud du Sahara, nous sommes à 41%. Cela veut dire que même s'il y a encore des problèmes dans le domaine de l'accès, le Sénégal est très, très loin par rapport à ce qui se fait en Afrique au sud du Sahara. Il y a un autre paramètre important qu'on appelle la défécation à l'air libre. Ce qu'on appelle défécation à l'air libre, ce sont les personnes qui n'ont pas de toilettes et qu'on appelle la défécation à l'air libre. Quand vous prenez la défécation à l'air libre, en zone rurale, le Sénégal est à 29%. Ça veut dire que vous avez 29% de Sénégalais qui n'ont pas de toilettes. Ça, c'est le Sénégal. En Afrique du Sahara, en milieu urbain, on a 4,3% de Sénégalais qui n'ont pas de toilettes pour le Sénégal, alors qu'on est à 8% en Afrique du Sud du Sahara. Donc, il y a quand même des avancées importantes qui sont faites. Bon, il y a encore du chemin, naturellement. Quand on se compare avec le Maghreb, par exemple, on est très loin derrière. Et quand on prend la référence en Afrique au sud du Sahara, on a avancé. Le dernier point que je voulais faire vraiment dans le fil du sujet, c'est qu'on était dans ce qu'on appelait les OMD. C'est les OMD qui parlent d'objectifs, qui parlent d'assainissement sécurisé. Maintenant, on est passé dans ce qu'on appelle les ODD, Objectifs de développement durable, qui changent fondamentalement les concepts qui étaient retenus. Ce que ça change fondamentalement maintenant, c'est qu'on va parler d'accès si et seulement si les eaux usées sont utilisées et traitées avant d'être rejetées. Ça, c'est très important. C'est-à-dire les eaux sont utilisées, sont collectées et traitées avant d'être rejetées. Ça, c'est la grosse différence aujourd'hui qu'il y a.
Donc, on est passé d'OMD à ODD. Donc, globalement, c'est ça la situation de référence. Naturellement, on peut revenir avec des investissements en cours qui sont très, très importants également. Ça, c'est la situation de référence du Sénégal. Je peux vous donner quelques projets majeurs sur lesquels nous sommes et que nous avons démarré. Vous connaissez bien Dakar, la station d'épuration de Cambérène, c'est la station qui collecte à peu près 80% des eaux usées de Dakar. Aujourd'hui, cette station a une capacité de 20 000 m3 jour, elle en reçoit 35 000. Et là, on a un projet qui a démarré qui va permettre de passer de 35 000 à 90 000 m3 jour. Donc, ça va régler définitivement le problème d'une grande partie de Dakar. Vous avez des projets également très importants, comme le projet de dépollution de la baie de Anne, qui va permettre à 500 000 personnes sur les quartiers de Anne, de Thiaroye, de Mbao, de Pikine, et une partie du plateau d'avoir accès à un système d'assainissement à 500 000 personnes. Et on va mettre en place dans ce cadre de ce projet également ce qu'on appelle un système pollueur-payeur, qui est une première en Afrique au sud du Sahara. Voilà, globalement, c'est ça. Il y a des avancées significatives, il y a un gap qui est important, il y a des projets qui sont en cours. Ça, c'est globalement la situation de référence. Mais c'est important qu'on retienne que l'assainissement ne se résume pas aux eaux pluviales. L'assainissement, c'est les eaux pluviales et également les eaux usées. Voilà, je pense que c'est une situation de référence. Je pense qu'avoir été assez précis, je reste à vos dispositions s'il y a des compléments sur cette situation de référence ou si vous avez besoin de questions complémentaires. Merci. Merci beaucoup, M. Saro. Ce qu'on retient de cette première partie de l'exposé, vous avez parlé du niveau d'accès amélioré de l'assainissement au Sénégal en milieu rural et en milieu urbain. On parle de pourcentage de 42% en milieu rural et de 67% en milieu urbain. Vous avez aussi parlé des objectifs du millénaire du développement qui passent en objectif du développement, en ODD, objectif de développement durable. Et vous avez cité aussi les grands projets majeurs de l'ONAS. Il s'agit de la station d'épuration de Cambérène, qui reçoit actuellement 35 000 mètres cubes d'eau usée et sa capacité est de 20 000 mètres cubes. Maintenant, vous comptez faire une extension et sa capacité va passer de 35 000 à 90 000 mètres cubes d'eau. Vous avez aussi parlé du projet de dépollution de la baie de Anne et qui va intégrer aussi le système pollueur-payeur. Chers participants, si vous avez des questions pour cette première partie de l'exposé, M. Saro est à votre écoute. Merci. Abibatou, je pense qu'il y a un certain Daouda Sanon qui a levé la main. Allez-y directement. Vous pouvez poser la question. D'accord. Monsieur Sano? Bon, en attendant qu'il nous... Allô? Oui, allô? Oui. Vous m'entendez? Alors, donc, en tout cas, je voudrais encore dire merci au CRAC pour cette initiative. Donc, je m'appelle Daouda Sanou, je suis de l'ONG ACRA et je suis également membre de la plateforme des OSC au assainissement du Sénégal. Et donc, j'apprécie à sa juste valeur ce webinaire sur un thème aussi important que l'assainissement. Et je voudrais aussi remercier M. Sako pour sa disponibilité. Et donc, pour cette première partie, la question que je voudrais poser est un peu liée au système de pollueur-payeur. Il a parlé tout à l'heure de la dépollution de la baie de Anne. Et donc, ils vont mettre en place un système de pollueur-payeur.
Alors, est-ce que M. Sako peut nous dire en quoi cela va consister? Parce qu'il me paraît important, dans la mesure où, effectivement, et pour que les gens puissent payer, il faut qu'ils comprennent. Il faut aussi qu'il y ait aussi de la sensibilisation, parce que vous savez que dans la ville, il y a beaucoup d'incivisme. Alors, donc, si vous voulez faire payer les gens, il va falloir d'abord leur expliquer, insister, on va mettre en place ce dispositif. C'est un peu ma question par rapport au système de PE. Mais Pour répondre ou bien je donne une autre question? Comment ça fonctionne? Bon, moi, je propose de laisser peut-être 4 questions. Ensuite, maintenant, vous pouvez répondre. Ok, merci. Y a-t-il Bon, d'autres participants il y en qui a, veulent je vois 3 mains, Abibatou. Je vois Khady Ndiaye, Mansour et Alia Meng. Khady peut D'accord, alors, et Mansour. honneur aux dames. On donne la parole à Khady. Ok, merci Abibatou. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers membres du CRAC. Bonjour à Monsieur Sarro. Alors, nous remercions d'avoir accepté donc d'accorder ce webinaire aux membres de CRAC et également à tous donc citoyens désirant connaître un peu plus donc dans le domaine de l'assainissement au Sénégal. Voilà. Donc moi en fait j'ai 2 questions. La première question, bon, mon prédécesseur, je pense, l'a un peu touché. C'est un peu par rapport au système de pollueur-payeur. C'est vrai que c'est un concept auquel on a beaucoup entendu parler. Disons, depuis longtemps, j'en ai entendu parler, système de pollueur-payeur qui est, disons, appliqué dans quelques parties du monde et qui en tout cas, semble intéressant, en tout cas, pour des pays donc sous-développés. Peut-être l'assainissement a besoin d'être boosté, donc, ou bien l'assainissement a besoin un peu d'un apport technique et financier pour pouvoir donc, disons, couvrir la demande. Voilà, j'aimerais un peu, en tout cas, en savoir un peu plus sur ce système que vous comptez mettre en œuvre dans le cadre du projet de la dépollution de la baie de Hann. Alors, la deuxième question, c'est un peu par rapport donc à votre, disons, vision de l'assainissement en tant qu'Office national d'assainissement du Sénégal. Alors, la question semble être un peu orientée, en tout cas, sur les défis, peut-être les perspectives en termes de schéma directeur, par exemple. Qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre? C'est vrai qu'il y a des projets structurants qui sont là, vous en avez parlé, comme la dépollution de la baie de Hann et la station d'épuration de Cap-Béren. Mais également, est-ce qu'il y a aujourd'hui, si on peut le dire, un programme, bien une planification qui est là, qui permet un peu de prendre en charge, en tout cas, la demande actuelle et la demande future en assainissement, sur tous les domaines, hein, vous l'avez dit, l'assainissement, c'est pas seulement les eaux pluviales, mais également les eaux usées, disons, tout confondu. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'ONAS met sur la table, en tout cas, pour un peu couvrir la demande d'ici les années à venir? Voilà, merci. Merci beaucoup, Khady Ndiaye. Maintenant, on passe la parole à M. Mansour. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Voilà, c'est Mansour Ba. Tout d'abord, je remercie, je dis merci et je dis aussi un grand chapeau au CRAC pour cette initiative, pour ces initiatives-là. Donc, bravo pour l'organisation de ce webinaire-là et bravo aussi pour la tenue de cette réflexion sur l'assainissement qui est très importante. J'ai toujours eu quelque chose qui m'a taraudé l'esprit, à savoir que ce soit quand vous allez à Diamniadio, que ce soit au niveau des initiatives privées ou publiques qui se font pour bâtir que ce soit des villes, des immeubles, des cités. Est-ce que les gens prévoyaient justement cette question de l'assainissement? Mon sentiment, c'est que non. À la limite, les gens, j'ai l'impression que
on se pose la question de savoir comment mener la politique d'assainissement dans de nouveaux immeubles, dans de nouveaux quartiers, dans de nouvelles villes, à l'exemple de ce qui est en train de se construire à Diamniadio, qu'après avoir mis en place la réflexion sur le bâti, alors que peut-être que l'assainissement, au même titre que l'électricité ou l'eau, devait venir aussi en amont. Donc, la question que je poserai certainement à M. Sarro, elle est celle-là. Est-ce que l'ONAS est impliqué très en amont dans la mise en place de ces projets-là? Est-ce qu'il y a une vraie politique au Sénégal pour justement essayer d'intégrer une vraie politique d'assainissement très en amont de la conception des villes, des immeubles, des quartiers? Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Mansour, pour votre question. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Mbang Alia. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je tiens à féliciter le CRAC pour cette initiative et je remercie aussi M. Sarro pour sa disponibilité. C'est pas évident, je l'ai fait directement et je tenais à le faire aussi en public et magnifier sa disponibilité. Donc moi, mes questions sont axées principalement sur trois choses. La première chose, c'est l'assainissement des nouvelles agglomérations. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de nouveaux quartiers, de nouvelles zones d'habitat qui se développent. Je ne vois pas du tout des projets d'assainissement. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Diamniadio. On a vu récemment le cas de, comment ça s'appelle, Cité Keur-Gorgui. Il y a de nouvelles zones vers le Rufisque, Ndiahirat, etc. qui se développent. Il n'y a pas encore de projet d'assainissement, à ce que je sache. Cela est un gros problème parce que c'est annonciateur de difficultés dans les années à venir. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau? Est-ce qu'il y a un plan directeur déjà d'assainissement? Est-ce que ce plan est actualisé périodiquement pour prendre en compte toutes ces zones-là? Et en termes d'investissement aussi, qu'est-ce qui est prévu pour ces nouvelles zones? La deuxième question, c'est par rapport à l'assainissement, disons, individuel. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que dans certains cas, il serait préférable d'avoir de façon individuelle des fosses septiques pour les besoins des uns et des autres au niveau des habitats individuels. Mais quel est l'accompagnement de l'ONAS? Voilà, aujourd'hui, ONAS, par exemple, devrait pouvoir être en amont de tout cela et concevoir, par exemple, des modèles de latrines qui permettraient de satisfaire ces besoins au niveau individuel, parce que je pense que ce qui est construit n'est pas souvent normé, parce que les gens n'ont pas accès à cette ingénierie-là. Des modèles de fosses septiques, par exemple, bien conçus, qui permettent aux populations de pouvoir satisfaire leurs besoins, d'avoir des fosses septiques qui ne soient pas remplies très rapidement, mais aussi qui protègent un peu l'environnement et la nappe. Monsieur Mbang, vous êtes là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Donc la troisième question, c'est par rapport au financement. Au niveau de ONAS, aujourd'hui, quelle est la stratégie pour mobiliser les ressources qui vous permettent vraiment de satisfaire toute cette demande-là? Parce que Sénégal, ce n'est pas que Dakar. Moi, à Thiès, par exemple, je ne vois pas vraiment de projet d'assainissement. Mon quartier Cité Lamy, il n'y a absolument rien du tout. Dans beaucoup d'autres quartiers aussi, c'est le même cas. Quelle est la stratégie pour mobiliser les ressources nécessaires qui permettent de vraiment satisfaire ces besoins-là pour pouvoir au moins drainer les eaux usées? Voilà, donc c'était vraiment les trois questions et réitérer mes félicitations au CRAC et mes remerciements à M. Sarro. Merci beaucoup, M. Mbang, pour ces questions.
Pour M. Gay et M. Fall, malheureusement, nous allons nous arrêter pour cette première partie à 4 questions. Vous aurez la priorité sur la seconde partie. En résumé, les questions qui ont été posées, il s'agit essentiellement, la première question concernait le système pollueur-payeur. La deuxième question, il s'agissait de la vision de l'assainissement au Sénégal, les défis et perspectives mises en œuvre par l'ONAS. Et il y a aussi une question de M. Mansour où il demandait le travail en amont que l'ONAS effectue pour la conception dans les nouvelles agglomérations. Cette question rejoint ici la question de M. Mbeng, qui demande si à la base il existe des plans directeurs d'assainissement pour toutes ces nouvelles agglomérations. Il y a aussi une question qui concerne l'accompagnement de l'ONAS dans l'assainissement autonome. Et la dernière question, c'est les sources de financement de l'ONAS. Alors, Monsieur Sarro, vous avez la parole. Monsieur Sarro? Voilà, merci Abibatou. Merci, on va essayer de répondre assez rapidement. J'ai l'impression qu'on a déjà 30-40 minutes de passé. Bon, je commencerai par Daouda Sano, que je remercie. Je remercie pour son engagement. Nous avons travaillé ensemble dans le domaine de l'eau potable. Quand je m'occupais d'hydraulique rurale, on a travaillé en Casamance. Et je pense que c'est des engagements comme ça des ONG. Moi, je les appelle les petites mais aux grandes actions qui ont fait un excellent travail dans l'eau potable et qui continuent à faire la même chose sur l'assainissement. Pour le système pollueur-payeur, je dois d'abord rappeler la problématique du projet de dépollution de la baie d'Anne. Cette baie, c'était la troisième plus belle du monde. On a lancé le projet depuis 2000, c'est 20 ans. Malheureusement, c'est maintenant seulement qu'on vient de démarrer ce projet. Pourquoi? On ne sait pas. Vous avez 80% des industries qui sont sur la baie d'Anne, 80% des industries sénégalaises, et qui rejettent directement dans la baie, sans système de pré-traitement. Cela veut dire que les eaux qui sont rejetées ne sont pas traitées. Qu'est-ce que le système pollueur-payeur? Le système pollueur-payeur, c'est de pousser ces industriels à traiter les eaux avant de les rejeter. Alors, ce que nous allons faire, nous allons mesurer la pollution qu'il y a dans les eaux qui sont rejetées. Et à partir de certains degrés impropres, ils vont payer une taxe qu'on appelle la taxe pollueur-payeur. Donc, c'est plus vous polluez, plus vous payez. Naturellement, il y a un travail de fond qui se fait avec tous ces industriels dans la logique de la sensibilisation. L'objectif, ce n'est pas de pénaliser. L'objectif, c'est plutôt d'accompagner. Et dans le cadre de cet accompagnement, l'Agence française de développement va financer les systèmes de pré-traitement pour ces pollueurs à hauteur de 50%. Parce qu'on parle d'industriels, ce sont ces gens qui sont dans le secteur privé. Parce que si vous arrivez à les pénaliser, ce qui va se passer, c'est qu'elles peuvent même aller jusqu'à ne plus produire en réalité. Donc, c'est vraiment une logique d'accompagnement. Et on travaille avec l'UPIC. L'UPIC, c'est l'Union professionnelle des industriels et des commerçants, qui est une branche du CNP. Et tous les jours, nous discutons de façon vraiment inclusive avec le secteur privé. Donc, il y a un travail de sensibilisation qui est fait. Il y a une feuille pollueur-payeur qui a été partagée. Bon, il reste simplement la phase de validation. Donc, tout ce travail est effectivement fait. Il y a en effet un travail de sensibilisation. Ce qu'on fait sur la baie d'Anne, on aurait dû le faire partout. Par exemple, quand vous prenez une station-service, quand vous prenez un restaurant, ces gens rejettent ce qu'on appelle de la graisse. Les stations-service également. Et tous ces ingrédients provoquent une corrosion des réseaux d'eau usée, Et quand vous provoquez une corrosion, naturellement, vous dégradez plus rapidement. Donc, ce système qu'on va commencer sur la baie d'Anne, on aurait dû le faire depuis très longtemps. Donc, la baie d'Anne, ça va être le démarrage. Après, on va essayer de l'étendre sur l'ensemble du territoire. Voilà. Je reviens sur la question de Khadi. Naturellement, je viens de répondre sur le système pollueur-payeur. La vision de l'ONAS, c'est l'assainissement pour un meilleur cadre de vie. Ça, c'est ce qu'on veut faire. La vision de l'ONAS pour l'assainissement pour un meilleur cadre de vie. Il y a bien des plans directeurs d'assainissement sur toutes les grandes villes du pays qui sont faits, qui sont validés, qui doivent être exécutés.
La difficulté, c'est que si vous ne faites pas de plan directeur d'assainissement, vous n'avez pas de financement. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est comment mettre en œuvre ces plans directeurs d'assainissement. Vous faites un plan directeur d'assainissement, vous finissez, vous pouvez passer 2 ou 3 ans avant d'avoir le financement. Cela veut dire que votre plan directeur d'assainissement, il n'est pas forcément plus actuel, vous devez le mettre à jour. Il faut qu'on comprenne une chose, c'est que nous sommes un pays pauvre, hein, il faut dire les choses comme elles sont. La priorité, c'est la santé, la priorité, c'est l'éducation, la priorité, c'est la sécurité, la priorité, c'est l'enseignement, c'est tout. Donc, malheureusement, on est obligé de faire des arbitrages. Et quand on fait des arbitrages, naturellement, ça veut dire faire des choix. Donc, on a bien des plans directeurs d'assainissement, mais les financements ne sont pas disponibles aujourd'hui pour réaliser tous ces plans directeurs d'assainissement. Je reviendrai sur la question de Alia, sur le financement de l'assainissement. Le nœud gordien de l'assainissement, elle se trouve à ce niveau. Comment arriver à financer l'assainissement qui est un service, comme tous les autres, et qui coûte de l'argent? Cette question permettra de répondre à ça. Tout à l'heure, j'ai donné 2 projets majeurs. Hein. C'est la baie de Han et le Cambérène. On a aujourd'hui une quinzaine de projets que nous sommes en train d'exécuter dans le cadre de l'ONAS. Donc, on est nettement au-delà de ça. Mais comme je dis encore une fois, nous sommes obligés de faire des arbitrages. Donc, Khadi, il y a bien des plans directeurs d'assainissement, il y a bien une planification qui est faite et on sait où on veut aller. Mais on bute sur un point particulier, trouver le financement. Voilà. Mansour a posé une question qui vient en même temps, je pense, sur la question de l'assainissement. La question de Mansour, est-ce que, sur la question d'Alia, qu'est-ce que nous faisons? Les gens ont parlé de Diamniadio, on a parlé de Nyakhirat, mais c'est trop loin. Parlons de Kermassar qu'on a vu avant-hier. Parlons d'ici à côté, à Wakam, la cité Makiufay. Parlons des Almadies où on construit et l'assainissement vient après. Quand on fait une maison, on commence par les fondations d'abord. Et quand on fait une cité, les fondations, c'est d'abord faire les VRD. Faire les VRD, et dans les VRD, il y a le réseau d'assainissement. Malheureusement, ce qui se passe très souvent, malheureusement, l'ONAS est impliqué dans ce qu'on appelle les autorisations pour les lotissements. Mais moi, quand je donne un accord pour un lotissement, je donne un accord pour dire que là, vous allez construire, vous n'allez pas empiéter sur mon réseau. Et je dis, OK, vous pouvez y aller. D'accord. Mais après, quand on finit, malheureusement, que le secteur privé qui fait les terrains oublie carrément l'assainissement et se retourne vers l'État qui parfois a des soucis. Donc, malheureusement, ce n'est pas pris en compte. Je reviens sur la question Alia. Vous prenez Nyakhirat, vous prenez Sangalkam, vous prenez Bambilor. Et ces zones sont en train d'être peuplées. Malheureusement, il n'y a rien qui est prévu. Ce qu'il faut en réalité, il faut changer le code de l'urbanisme. Changer le code de l'urbanisme, ça signifie quoi? Quand un opérateur privé a un terrain que l'État lui donne très souvent gracieusement, cet effort n'est pas fait justement par cet opérateur privé pour dire « je prends en charge l'assainissement ». En réalité, toute la difficulté, elle est là. Elle fait ces cités et très souvent, vous avez même pire, des opérateurs privés qui font des cités et dans le plan de commercialisation, ils assurent aux populations pour leur dire que vous avez dans le prix un réseau d'assainissement d'eau usée, d'eau pluviale. À la fin, il n'y a rien. Il faut une réforme très, très profonde. La réforme très, très profonde, elle va faire quoi? C'est qu'avant de donner un terrain, on s'assure que l'investissement sur le réseau d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale va être fait. Je pense que ça, c'est très, très important. Si on veut arriver à régler définitivement, l'État ne peut pas tout faire. Ça, je pense que c'est bien de le comprendre. Je vous donne un autre exemple. Vous passez vers les Almadies. Si vous voyez derrière, vers le King Fahd derrière, le nombre d'immeubles qui est en train de pousser là-bas. Aujourd'hui, le réseau d'assainissement dans cette zone, il est saturé. Ces gens vont se dire, ils vont venir me voir, me dire, DG, nous voulons nous brancher. Je vais dire, non, vous ne pouvez pas vous brancher. Ça me permet de revenir sur la question de Alia. Il faut qu'on accepte de comprendre que le système d'assainissement, tout à l'égout, est un système qui est suicidaire. Vous prenez l'ambassade des États-Unis qui est aux Almadies. Ils ont une fosse sceptique, mais qui est faite aux normes. Et la difficulté que nous avons ici, justement, c'est qu'une fosse sceptique, dans la plupart des cas, on le donne à un maçon. Ce n'est pas son travail. Justement, je pense l'accompagnement, je ne dirais pas de l'ONAS, de la direction, de façon globale, l'accompagnement qui doit être fait, c'est de définir quelles sont les normes qu'on doit faire. Mais tout à l'égout, ça n'est pas une solution.
Il y a beaucoup de résistance pour diverses raisons. Et moi, je pense que des zones comme Yahirat, des zones comme Sangalkam, dans toute cette zone, si on arrivait à avoir des systèmes de fosses septiques normalisés, étanches, des systèmes de toilettes normalisés, étanches, on arriverait à régler le problème. Mais personne ne pourra, l'État du Sénégal n'a pas les moyens de dépenser de l'argent avec des systèmes d'assainissement tout à l'égout collectif sur l'ensemble des zones qui existent. Ce n'est pas possible parce que financièrement, ce n'est pas tenable. Il faut justement aller dans cette logique-là. Mais il y a des résistances qui sont très fortes. Les résistances existent pour plusieurs raisons. La première, c'est un problème pédagogique. La principale école qui enseigne l'assainissement aujourd'hui, c'est l'école de Ouagadougou, ERI, je ne sais pas, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais les gens sont concentrés sur des conduites. Ça veut dire qu'il y a une peur de dire, est-ce qu'on va aller sur un système d'assainissement collectif ou pas? Et l'autre problème, c'est que le système d'assainissement autonome, il fait plus appel à des notions économiques. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les excrétants, vous les collectez dans les ménages, vous les amenez dans les stations, vous les transformez en boue, et après, vous pouvez même commercialiser et faire de l'eau. C'est plus des notions économiques, des notions de chaîne de valeur qui sont très complexes à analyser que des notions de mettre des tuyaux en parallèle et d'aller les rejeter à la mer. Je pense qu'il y a des besoins d'information, il y a des besoins de formation. Aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec l'IAM, avec l'ISM, pour mettre en place des modules de formation sur ce qu'on appelle l'assainissement autonome et ça permettrait peut-être de régler le problème. Le dernier problème, c'est le financement de l'assainissement. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les charges d'exploitation. Cela veut dire, par exemple, quand vous avez de l'eau usée qui coule dans la rue, comment l'ONAS doit faire pour régler cet argent? Ça. Comment je dois faire pour payer mes employés? Comment je dois faire pour en fait tourner au jour le jour? Le coût de cet argent, il provient de ce qu'on appelle le prix de l'eau. Une partie du prix de l'eau, c'est 11% du prix de l'eau qui est donné à l'ONAS pour les charges d'exploitation. Cette somme est très, très faible. Donc, on n'arrive même pas à couvrir. La solution, c'est qu'avec la nouvelle réforme de l'hydraulique, avec le nouvel opérateur, on est en train de négocier pour voir comment on peut augmenter, sans toucher le prix de l'eau, bien sûr, cette part de l'ONAS pour nous permettre de fonctionner correctement. L'autre volet, c'est l'investissement. L'investissement, nous allons sur les bailleurs de fonds classiques, Banque mondiale, Agence française de développement, BOAD, etc. Mais ces gens n'ont pas assez d'argent. Ces gens n'ont pas assez d'argent à mobiliser immédiatement. Je ne dis même pas pour le Sénégal, pour les caps d'investissement sur l'ensemble du continent africain. L'autre alternative sur laquelle nous sommes en train de travailler, je vais vous donner un exemple, le collecteur Anfan par exemple, c'est de faire des financements privés, PPP. Donc, il y a deux choses qu'on fait. Nous allons avec les bailleurs de fonds classiques, étant entendu que nous connaissons leurs limites, mais nous allons également aujourd'hui avec des modes de financement classiques que nous allons faire par exemple sur le collecteur Anfan. C'est un opérateur privé qu'on va prendre qui amène le financement, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais tout ça a un effet. C'est l'endettement de l'État du Sénégal aussi qu'il faut arriver à contrôler. Voilà. Donc, pour résumer, pollueur-payeur, c'est en ligne. Il y a une très forte sensibilisation avec les opérateurs privés qui sont sur la baie de Hann, qui sont 80% du tissu industriel du Sénégal. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Les PDA existent, ce qu'on appelle plan directeur d'assainissement. Mais le problème, c'est que vous faites un PDA. J'en ai 50, par exemple, en cours, mais je n'ai pas les moyens pour financer 20 PDA. D'accord? Mais les PDA sont faits. On a bien une vision d'assainissement pour un meilleur cadre de vie. Il faut changer le code de l'urbanisme. Il faut aller dans le fond, dans la réflexion, pour que l'on soit beaucoup plus impliqué. Sinon, on risque d'avoir ce que nous avons eu à Kermassar, ce que nous sommes en train d'avoir à la cité Makiou-Faye à Ouakam, etc., etc., où des cités sont complètement finies. Après, on demande à l'État, est-ce que vous pouvez nous brancher? Et ça répond également à la question de Mansour et de Alia. Alia est également revenu sur l'assainissement autonome. Moi, ma conviction personnelle, c'est que c'est la solution, ce n'est pas autre chose. Et je prends des exemples concrets. Vous allez en Malaisie, c'est 90% d'assainissement autonome, la Malaisie. Les dragons asiatiques ont ce modèle en fait complètement différent de ce qu'on fait. Je prends l'exemple de l'ambassade des États-Unis à Dakar, aux Almadies, ici, c'est le système d'assainissement autonome. Donc, il faut qu'on arrive à changer la mentalité des gens,
à faire le changement de paradigme pour que les gens comprennent naturellement. Ça suppose également de notre côté qu'on aille dans une logique de renforcement de capacité de l'ensemble des différents acteurs pour qu'on accepte que ça, c'est le modèle qui puisse fonctionner. Voilà. Je pense avoir répondu assez rapidement aux questions. Merci. Merci beaucoup, M. Sarro. Merci pour toutes les réponses apportées. Youssouf, je pense que si vous êtes d'accord, on peut automatiquement passer à la deuxième partie du webinaire. Abibatou, c'est bon, on peut engager la deuxième partie. D'accord. Alors, M. Sarro, vous avez la parole. Oui, la deuxième partie porte sur quoi encore? Excusez-moi. La deuxième partie, c'est sur, je ne sais pas, mais je vais regarder ça. Bon, en fait, c'est sur les solutions de l'assainissement. Voilà, je pense sur les solutions, on a un peu, dans les questions qui ont été posées, je pense qu'on a un peu abordé un peu les solutions. Quelles sont les solutions? Bon, il y a des sujets qui fâchent, hein, d'accord? On a dit, le DGA de l'ONAS a dit qu'il faut limiter les naissances, d'accord? Qu'est-ce que nous avons comme problème? Nous avons une urbanisation très, très, très galopante. Quand vous avez une urbanisation très, très galopante, qu'est-ce que vous avez dans les villes? Vous faites ce qu'on appelle une imperméabilisation des sols. En 1980, je dis bien, 80% des eaux de ruissellement, ça veut dire que des eaux pluviales allaient dans le sol et 20% seulement ruisselaient. En 2020, vous avez 20% seulement des eaux qui vont dans le sol et 80% des eaux qui ruissellent. Ça, c'est dû à quoi? C'est que nous avons construit partout où les eaux passaient. Quand l'eau n'a plus de voie de passage, naturellement, ce que ça fait quand ça sort, c'est que ça bloque tout. On a construit des routes, on a construit des cités. Vous, quand vous faites votre maison, sans le savoir, vous faites ce qu'on appelle, vous mettez des pavés dans toute la maison ou des carreaux. Mais quand vous mettez des pavés et des carreaux dans toute la maison, c'est que l'eau n'a plus où passer. Donc, ce que vous faites, vous imperméabilisez le sol. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a habité, on a laissé des gens habiter dans ce qu'on appelle des zones non édificantes. Ça veut dire des points d'eau. Je vais donner deux exemples. C'est Kermassa. Vous allez à Kaolack, il y a une zone qu'on appelle Khachoun. Khachoun, c'est une ancienne rivière. Alors, quand vous avez des choses comme ça, naturellement, vous allez avoir des problèmes d'inondation et vous allez avoir des problèmes d'infiltration. Donc, la première solution aujourd'hui, c'est à l'imperméabilisation des sols et ne jamais construire dans les voies de passage d'eau. Ça, c'est la première. La deuxième chose, naturellement, ne plus donner en construction les zones non édificantes. Et pour ça, je pense qu'il faut arriver à bien contrôler l'urbanisation. Ça, c'est le premier schéma qu'il faut régler. Et ça permettrait et bien contrôler l'urbanisation en fixant les populations. Il y a des choses qui ont commencé à être faites. La deuxième chose, je pense, j'en ai parlé un peu, naturellement, c'est le problème du financement de l'assainissement. C'est le problème du financement de l'assainissement qui est très critique et qui fait partie de ce qu'on appelle, moi, ce que je dis, on fait des choix, parce qu'on est un pays assez pauvre, on fait des choix, on ne peut pas tout régler en même temps. Ça amène à changer le système d'assainissement. Je pense qu'on doit aller beaucoup plus dans l'assainissement autonome que dans l'assainissement collectif. Bon, il y a un autre point qui existe. Hein. Je crois que vous avez dû remarquer qu'on a beaucoup d'acteurs dans l'assainissement des eaux pluviales. Vous avez la Géroute qui fait de l'assainissement, vous avez l'ONAS qui fait de l'assainissement, vous avez l'ADM qui fait de l'assainissement, vous avez l'AGETIP qui fait de l'assainissement. Oui, j'en connais 4 ou 5. Naturellement, il faudrait qu'on arrive, on a commencé à faire cette année, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais il faudrait qu'on arrive à un moment précis, on dit, ou bien on définit un cadre d'intervention unique, ou alors on dit c'est telle structure qui est chargée d'exécuter tous les programmes d'assainissement de l'État du Sénégal. Alors, ça permettrait d'abord d'optimiser les ressources et de nous assurer que ce qui est fait de façon efficiente. Donc, les perspectives pour les solutions, il y en a 3. La première, c'est qu'il faut travailler pour mieux maîtriser l'urbanisation qui est très, très rapide. La deuxième, il faut définir un cadre unique d'intervention. La troisième, régler le problème de l'intervention. Et la quatrième, il y a une quatrième naturellement,
c'est arriver à voir quel modèle d'assainissement est plus adéquat. L'autonome, ce n'est pas partout, mais je pense qu'on ne peut pas poser des conduites partout au Sénégal. Ça n'est pas la solution. On a malheureusement copié ce qui se fait en Europe, comme dans beaucoup de domaines, sans voir exactement les conséquences que ça peut apporter. Voilà. Donc, c'est globalement ça. En termes de perspective, je reviens également. On a beaucoup de programmes qui sont quand même en cours. Hein. Il y a ce qu'on appelle un programme des 10 villes qui est actuellement financé par la BOA des 70 milliards de francs CFA. Il y a un programme de la BDA dont j'ai parlé. Il y a le programme de l'émissaire de Cambérène. On a un projet actuellement sur Ziguinchor, etc. Mais tout ça, ça ne suffit pas, justement, malheureusement. Mais je pense que des efforts importants sont faits, mais il faut des changements de fond. Et naturellement, également, la participation des populations pour qu'on arrive à régler définitivement les problèmes d'assainissement. Merci. Merci, je reste à votre écoute pour les questions. Merci beaucoup, M. Sarko. Alors, les problèmes que vous avez soulignés essentiellement pour l'assainissement, il s'agit de l'urbanisation galopante qui entraîne une imperméabilisation des sols. Vous avez aussi parlé le fait que l'on laisse les personnes habiter dans des zones non construites, indifférées. Voilà, j'arrive toujours pas, j'arrive jamais à dire le mot correctement. Et vous avez aussi parlé des solutions. C'est de voir quel modèle d'assainissement est adéquat suivant des zones. Voilà. Vous avez aussi parlé d'éviter de construire dans des zones de passage. C'est ça. Voilà, c'est ce que je retiens essentiellement. Maintenant, on va passer aux questions. Monsieur, mesdames, les participants, si vous avez des questions, vous avez... On ouvre une liste pour les différentes questions. Je pense qu'on devait donner la parole à Monsieur Babacar Gueye. Pardon? Oui, merci. C'est Monsieur Gueye. Oui, Monsieur Gueye, oui. Ouais, bonjour Monsieur Gueye, vous avez la parole. Ben, merci beaucoup. Je m'associe aux félicitations et également remercie beaucoup le directeur de cette disponibilité. Hein. Moi, je pense que c'est une très belle leçon. Donc, je pense que si il y avait tous les directeurs qui faisaient comme ça, qui se rendaient disponibles au samedi pour discuter avec les citoyens, c'est une bonne chose que j'apprécie beaucoup. En fait, moi, les questions que je voudrais poser au directeur, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui à Dakar, il y a un quart de la population qui est concentrée sur 0,3% du territoire. Donc déjà, il a expliqué ces problématiques. Mais si on se projetait vers une nouvelle ville qu'on allait construire, qu'on allait partir de zéro, j'aimerais savoir quels sont les conseils ou bien les contributions que l'ONAS, lui, il pourrait faire avec toute cette expérience qu'il a eue sur ce poste-là et cette vision très complète. Ça, c'est la première. Et il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé et qui, en mon sens, me semble très importante, c'est la maîtrise de l'information. Donc, sachant que pour une bonne planification, il faut une maîtrise de l'information. Et aujourd'hui, on est toujours dans l'échantillonnage. Il n'y a toujours pas une information exhaustive, un mécanisme de collecte d'informations exhaustive. Oui. Excusez-moi, j'ai loupé votre première question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? La première question, c'était qu'il y avait un quart de la population qui habite Dakar, qui occupe 0,3% du territoire. Donc, s'il y avait une nouvelle ville qu'on allait construire, on allait partir de zéro, quels seraient un peu les conseils en amont qui pourraient être donnés pour avoir une maîtrise parfaite de l'assainissement dans les 100 années à venir, par exemple, dans cette nouvelle ville? L'autre question, c'est que je disais que la maîtrise de l'information n'a pas été abordée parce que jusqu'à présent, moi, je pense que c'est de base, ils n'ont pas une information. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des mécanismes de maîtrise de l'information qui sont mis en place au niveau de l'ONAS? Donc, l'autre chose aussi, c'est la collaboration avec les autres services, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit l'urbanisme, parce que ça a été dit tantôt. Donc, aujourd'hui, on construit des fosses qui ne sont pas aux normes. On aménage comme
veut, donc quelles sont les collaborations qui sont en cours. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y aura l'atteinte des ODD à Dakar? Je ne parle pas du Sénégal, mais ne serait-ce qu'à Dakar. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Gueye. Maintenant, on passe la parole à M. Fall Birahim. Merci Abibatou. Je remercie le directeur général de l'ONAS qui a donné quand même une bonne leçon maintenant parce que son temps, on sait que son temps est précieux et cher et il a consacré une partie de son temps à cette rencontre. Nous en remercions et notez aussi que les éclaircissements et les éclairages sont clairs et les questions aussi sont pertinentes. Moi, j'avais une intervention sous forme de questions par rapport au partenariat. Effectivement, je pense qu'il a parlé des partenariats avec les autres parties présentes dans une partie de l'assainissement de l'eau pluviale, par exemple. Je prends le cas de la GEROUTE, de l'ADM, AGETIP, etc. Je pense que dans le cadre des projets, il y a des cadres de concertation. Parce que si je prends l'exemple d'un projet routier, par exemple, lorsqu'ils font un assainissement eau pluviale, donc l'ONAS est, disons, invité effectivement non seulement à apporter son expertise, à suivre aussi effectivement l'exécution, disons, à partir de l'étude jusqu'à la fin des travaux, mais aussi à réceptionner et aussi à récupérer ce réseau-là. Je pense qu'il y a peut-être un cadre de concertation, mais moi, ma question allait plus dans le sens d'essayer d'avoir une sorte, disons, de fonds d'entretien. Parce que étant dans le domaine du TP, je vois les questions de... Allô, M. Fall, on a du mal à vous entendre. routier qui effectivement sort de différentes taxes et qui est peut-être financé par l'État du Sénégal et qui est exclusif effectivement pour, disons, l'entretien du réseau routier. Est-ce que ce ne serait pas une solution aussi d'avoir effectivement ce fonds-là qui est destiné, disons, pour l'entretien du réseau d'assainissement eau pluviale ou eau usée, et qui permettrait effectivement un renouvellement du réseau. Parce que le problème, je pense, fondamental qui se pose au niveau de l'assainissement, ce n'est pas le manque de réseau. Il y a quand même un réseau, il faut le dire, surtout dans les grandes villes, mais le réseau-là, on a du mal à l'entretenir. Et que dans cette configuration, il diminue parce qu'il y a une partie, donc au fur et à mesure, les bouts de réseau ne sont plus fonctionnels, donc ce réseau, il diminue. L'autre question va effectivement porter sur les leviers de financement. Par rapport, on sait que de manière générale, les bailleurs quand même sont plus friands, disons, de financements qui sont visibles, comme les routes, les infrastructures, disons, les infrastructures routières, les bâtiments, etc., que des financements qui sont, disons, enterrés, entre guillemets. Mais est-ce que, disons, comment ça s'appelle, disons, l'avantage environnemental qu'on pourrait tirer disons, de réseau d'assainissement ne pourrait pas constituer effectivement, comment ça s'appelle, est-ce que ça ne pourrait pas constituer un argumentaire effectivement suffisant par rapport aux bailleurs? Parce qu'effectivement, les bailleurs aussi sont très friands de projets qui mettent en avant, disons, la partie, disons, la gestion environnementale d'une cité. Merci encore. Merci à vous, M. Fall. On va passer la parole à M. Serine Touré. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis donc Serine Touré. Je remercie le CRAC déjà pour cette initiative qui consiste à organiser les samedis après-midi sur des thèmes intéressants, des discussions autour d'acteurs de ces thèmes-là. Je remercie aussi le directeur général de l'ONAS pour avoir accepté pour ce qui concerne l'assainissement. Moi, j'avais deux réflexions et puis deux questions à l'endroit de M. Sao.
Alors, la réflexion, c'est sur la comparaison. Il a fait une bonne comparaison entre le Sénégal et les pays de l'Afrique. Il a occupé une partie qui pour moi est très importante parce que c'est une partie sur laquelle on bute souvent si on travaille dans certains de ces pays-là. C'est la partie institutionnelle. Aujourd'hui, au moins au Sénégal, on sait qui s'occupe de l'assainissement. On sait entre guillemets sur qui taper quand il y a un problème d'assainissement. Dans d'autres pays, dans beaucoup d'autres pays en Afrique, c'est disséminé un peu partout, dans plusieurs ministères, dans plusieurs directions, etc. Donc, il n'est pas rare de travailler dans un pays qu'à la fin, on doit proposer un système d'assainissement et du point de vue institutionnel, on ne sait même pas là où endosser ce système qu'on propose. Donc, à la fin, on ne sait pas qui va s'occuper de l'entretien des infrastructures. Au Sénégal, on a dépassé ça depuis longtemps d'ailleurs. Alors, une autre réflexion, ça sera sur l'assainissement autonome. Donc, M. Zahro le dit, c'est l'un des personnes qui propose beaucoup l'assainissement autonome. Alors, c'est vrai qu'à la fin, il est précisé plus, il a été plus précis sur les propositions d'assainissement autonome, parce que l'assainissement autonome, en fait, c'est une technologie qui marche bien, mais il faut la proposer là où elle s'adapte. Les zones de l'Almadies, par exemple, il a donné. Les États-Unis, l'ambassade des États-Unis, si vous leur demandez combien ils payent par mois ou par an pour l'entretien de système d'assainissement, vous verrez que ce n'est pas donné à tout le monde de gérer ce système-là. En réalité, si vous mettez un système d'assainissement autonome là où elle n'est pas adaptée, toute la charge qui s'y est pour l'entretien des ouvrages, que devrait prendre l'État, vous la mettez sur la personne. Et c'est ça justement que les gens évitent. Moi, je fais partie des gens qui ont été formés à l'école d'assainissement autonome. J'en ai pas appris beaucoup à l'école, jamais. Par contre, quand je donnais un cours à l'école, j'en parle beaucoup. Donc, la pédagogie, en fait, M. Zahro, c'est plus sur les populations que sur les ingénieurs, parce que beaucoup parmi les ingénieurs qui travaillent dans l'assainissement, ils comprennent beaucoup l'assainissement autonome. Mais c'est les populations qui sont les plus réticentes, mais ça dépend de comment on leur explique, ça dépend de comment on leur présente le système qu'on leur propose. Moi, il m'est arrivé beaucoup de fois de proposer un zonage de l'assainissement dans une ville, dire que cette partie-là, elle va être en collectif, l'autre en autonome, et on dit pourquoi. Pourquoi est-ce que chez nous, ça doit être de l'autonome, ça doit être des fosses? Pourquoi nous avons des fosses, nous avons des égouts? Beaucoup de fois, une ville entière, on dit on le met en assainissement autonome, et c'est les populations, c'est le maire lui-même qui vient dire pourquoi est-ce que ma ville va être en assainissement autonome. Donc la pédagogie, en fait, c'est à l'endroit plutôt des maires, des populations que des ingénieurs. Par contre, ça commence à changer, les gens commencent à comprendre, parce que quand on leur explique, c'est que si on part de l'assainissement de manière générale, on leur dit à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on va arriver, et qu'on leur explique que l'assainissement autonome est aussi capable d'arriver à ça, ils comprennent très souvent. Donc, je pense que la pédagogie, c'est plutôt là, il faut la mettre. Maintenant, l'urbanisation galopante, on le voit, mais M. Zahro, il doit savoir en fait que l'urbanisation galopante, comme elle est là, on la subira encore pendant très longtemps. Donc, il faut plutôt trouver des solutions à ça. Et c'est là où je lui demanderai en tant que directeur général de l'ONAS ce que lui peut faire pour que les promoteurs privés comme publics, parce que le cas de Keur Massar, c'est un promoteur public, la SNHLM, que ces promoteurs-là puissent être enjoints dans le dossier d'urbanisation ou de mise en valeur de leur terrain, qu'ils soient obligés de mettre de l'assainissement correct, au sens large du terme. L'assainissement autonome ou non collectif, donc l'assainissement des eaux usées, mais aussi le drainage des eaux pluviales. Parce que si on ne le fait pas, on va passer derrière à courir. L'ONAS va passer derrière à courir. Quand il y a un problème, on ne va plus parler de HLM, on a oublié HLM, on va dire l'ONAS. Et l'ONAS va être toujours derrière à courir, derrière les problèmes, plutôt que d'essayer de les prendre au début. Donc la première question, c'est de lui demander qu'est-ce que l'ONAS peut faire, qu'est-ce que lui, en tant que directeur général de l'ONAS, peut faire pour que l'État, dans lequel il y a l'ONAS, puisse faire en sorte que les opérateurs, que les urbanistes, les opérateurs privés là, et publics même, qui sont chargés, les promoteurs immobiliers, puissent être obligés de mettre en place des infrastructures d'assainissement adéquates. Que l'ONAS ne sera pas seulement obligé de dire n'empiétez pas sur mes réseaux, etc., mais qu'il puisse dire il faut faire un réseau. Si vous ne faites pas un réseau, on ne valide pas votre dossier et que votre dossier ne sera pas mis en œuvre. Tant qu'on ne fera pas ça, on va toujours avoir beaucoup de problèmes à régler derrière. Alors, la deuxième question, c'est sur le financement. Il le sait, il a dit d'ailleurs, le financement de l'assainissement, en tout cas, pour l'investissement, c'est presque 100% prêt. Donc, on nous prête de l'argent pour faire de l'investissement.
C'est pas viable. On ne va pas pouvoir continuer comme ça à s'endetter pour faire de l'assainissement tout le temps, pour faire des ouvrages, etc. On ne va pas aussi pouvoir laisser les gens se débrouiller tout seuls. Dans certaines villes, dans certaines parties de certaines villes, il est inconcevable qu'on dise aux gens, débrouillez-vous, mettez vos forces, etc. Maintenant, qu'est-ce que l'ONAS, qu'est-ce que l'État prévoit pour pouvoir faire en sorte que l'assainissement s'autofinance? Alors, cette finance en investissement, mais aussi en exploitation, parce que l'exploitation aussi c'est important. Il a dit, toute l'exploitation est prise en charge par l'eau potable. Donc, une partie des factures d'eau que nous payons, pour certains d'ailleurs, est dans l'eau. Maintenant, cette partie-là, elle n'est pas suffisante pour l'entretien de l'ONAS, pour l'entretien des ouvrages. L'ONAS n'arrive pas à entretenir les ouvrages avec cet argent qui récupère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'ONAS atteigne son équilibre? Donc, le sous-secteur de l'assainissement soit équilibré, comme les lots. Ça, si on n'arrive pas à ça, on va toujours avoir des problèmes parce qu'on n'y arriverait pas. L'État ne pourra pas continuellement subventionner l'exploitation des infrastructures d'assainissement. Ça va être très, très lourd et à la longue, c'est pas pareil. Alors, c'était là mes deux questions que je souhaite une très bonne réflexion à tout le monde. Je suis à l'écoute pour les réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Touré, pour votre contribution et vos questions. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Sondo Victor. Monsieur Sondo, vous êtes là? Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai du mal à activer mon micro. Je voudrais remercier les initiateurs de ces 2 heures de réflexion. C'est totalement salutaire. Et je vais aller très vite sur quelques réflexions. Donc, merci DG pour tous ces éclairages que vous avez pu nous apporter. C'est assez pertinent. Et j'ai l'habitude de dire que quand vous arrivez dans un secteur, vous démystifiez le secteur, quand bien même vous n'êtes pas un professionnel du secteur. Et souvent, nous, les ingénieurs, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas une école parallèle pour les DG. Voilà, donc félicitations et merci, parce que bon, voilà, je prends du plaisir à vous écouter sur tous vos plateaux pour voir comment, en tout cas, votre approche de l'assainissement et vos solutions que vous comptez apporter sont quand même très innovants et c'est des choses à saluer. Donc, très vite, je voudrais quand même poser une question parce que, bon, quand on parle de système autonome et collectif, je voudrais savoir si dans le collectif que nous avons sur Dakar de manière particulière, on est en unitaire ou séparatif? Je veux dire, est-ce que c'est le même système qui prend en compte les eaux usées et à la fois les eaux pluviales ou on est en système, je vais dire, distinct? Parce que je pense me rendre compte que le système que l'on constate, même s'il est en système unitaire, c'est-à-dire juste les eaux usées, il ne doit pas être aussi étanche. Et quand on voit par moment sur certains endroits, je prends le cas par exemple de l'annexe de l'eau-fort au niveau des maristes, vous pouvez constater qu'il y a des regards qui sont devant ce service-là et qui permettent d'évacuer toutes les eaux qui stagnent là-bas en cas de pluie. Et je me rends compte que ce sont les mêmes regards qui sont utilisés pour l'évacuation des eaux usées, des quartiers annexes qui sont juste à côté. Donc, juste une question pour savoir si le système collectif de Dakar est unitaire ou séparatif. Première question. Ensuite, je reviendrai sur la notion de pollueur-payeur et me dire jusqu'à quand est-ce que cela veut dire que si le pollueur, vu que c'est une question quand même d'environnement, je vous posais la question de savoir si le pollueur est conscient que véritablement je dois polluer et voilà ce que ça me coûte et décide de polluer, est-ce que dans ce cas, on laisse faire? C'est-à-dire, j'ai mes déchets toxiques à rejeter, ben, écoutez, j'ai quand même quelqu'un qui peut les prendre moyennant de l'argent. Est-ce que si vous avez des cas comme ça avec l'urbanisation galopante, l'industrie aussi qui est en train de prendre de l'ampleur dans les périphéries de Dakar et que vous trouvez par exemple une industrie qui rejette quand même des déchets qui sont assez toxiques, qui ne sont pas très adaptés et qui répond à vos tarifications et qui est d'accord pour rejeter dans votre réseau, moyennant le paiement que vous proposez, est-ce qu'il ne va pas falloir, je vais dire, repenser cette idée-là et rester sur des classifications ou des barèmes ou des natures de toxicité
je veux dire, à donner à ces polluants-là pour éviter quand même que la notion de payeur puisse ouvrir toute la porte à tous ceux qui veulent donc balancer ce qu'ils veulent dans le réseau. Donc, c'est sur ce point que je voudrais m'arrêter tout en félicitant donc le conférencier et remercier tous ceux qui ont pu participer à ce débat. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sondo. Quelqu'un a-t-il des questions? Abibatou, on est au 4e. Hein? Excusez-moi, Monsieur Sarro. J'ai dit on est au 4e. Ok, d'accord. Alors, on peut faire le point. Ouais. Monsieur Gay, il a posé... D'accord. Monsieur Gay, il a posé deux questions. Il y a une question qui concerne l'atteinte des ODD à Dakar, si c'est une mythe ou une réalité. Il a aussi posé une question concernant les mécanismes de maîtrise de l'information. Monsieur Fall, il a posé une question concernant les fonds de l'entretien des réseaux d'assainissement. Il a apporté une petite contribution concernant les bailleurs. Est-ce que ça ne serait pas possible de mettre en avant l'aspect environnemental pour que les bailleurs soient plus enclins à financer les systèmes d'assainissement? Nous avons eu aussi une intervention de M. Tour au financement. Et il a posé des questions concernant les promoteurs, comment les obliger à mettre en place des systèmes d'assainissement adéquats, que ce soit les promoteurs privés et publics. Il a aussi demandé qu'est-ce que l'Office national, l'ONAS, peut faire pour que l'assainissement s'autofinance. Il y a aussi M. Sondo qui est intervenu, qui a demandé si le système collectif de Dakar est un système unitaire ou séparatif. Je n'ai pas pu noter sa deuxième question, mais je suppose que vous l'avez retenue. Alors, on peut passer directement aux réponses. Monsieur Sarro. Merci. Abibatou, si vous permettez, il y a quand même des questions écrites qui sont là. Je vais passer très rapidement dessus. Et il y a Diata qui a demandé qu'est-ce que le gouvernement du Sénégal tire des leçons de cette année après les inondations, qu'est-ce qu'il prévoit pour éviter la future de tels dégâts. Nous avons une situation exceptionnelle cette année. Je pense qu'on ne peut pas prévoir des situations exceptionnelles. Le tsunami, on ne pouvait pas le prévoir. Ce qui s'est passé au New Orleans, on ne pouvait pas le prévoir. Je pense cependant, il faut reconnaître une chose, c'est que partout où nous avons eu des ouvrages de l'ONAS, on n'a pas eu de problème du tout. Keur Massar, ça a été la catastrophe. Pas d'ouvrage. Vous allez dans la grande banlieue de Dakar où il y a eu de gros problèmes parce qu'il n'y a pas eu. Ce qu'il faut faire, c'est anticiper sur les ouvrages structurants. Je reviens sur le cas de Keur Massar. Le président a demandé à l'ADM, l'Agence de développement municipal, de travailler pour qu'on n'ait pas d'inondation l'année prochaine sur Keur Massar. Donc, Keur Massar, en principe, on devrait passer, mais ce n'est pas l'ONAS, c'est l'ADM. Je reviendrai sur la synergie à développer qui a été faite par Brahim, j'en profiterai. Voilà. Qu'est-ce qui est du zonage? Babacar a demandé qu'est-ce qui est du zonage, comment peut-on faire pour assurer le financement endogène, qu'est-ce qui est prévu pour le renouvellement des ouvrages. Le zonage existe bel et bien. Voilà. Comment assurer le financement endogène? Il faut faire payer beaucoup plus. Ça, je reviens dessus également. Il a posé une question importante, c'est le renouvellement des ouvrages. Quand vous prenez les ouvrages d'assainissement de la Médina, des quartiers traditionnels, de la Médina, de la Gueltapé, de Koloban, elles datent des indépendances. Quand vous prenez les SICAP, c'est des années 70. Ces ouvrages sont les mêmes. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dans tous ces quartiers, vous avez des immeubles. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dans tous ces quartiers, vous avez la population qui est multipliée peut-être par 2, par 3, par 4. On parle de renouvellement d'ouvrages. En effet, les bailleurs ne sont pas intéressés par des financements sur des renouvellements d'ouvrages. Parce que pour ces bailleurs-là, quand vous renouvelez un ouvrage, vous ne rendez pas l'accès, mais vous améliorez. Mais n'oubliez une chose quand même, cependant, je pense qu'il faudrait qu'on comprenne que nous demandons des prêts. Ce que ces gens nous donnent, ce n'est pas un don. Et je crois que c'est par là qu'il faudrait qu'on arrive à changer. Est-ce que, selon vous, il est plus optimal de renforcer ce qui existe ou bien
les plus optimales de faire de nouveaux investissements et de ne pas renforcer ce qui existe. D'accord? Et je pense que c'est une question très importante qu'il faudrait arriver à trancher. Cette année, par contre, la BID, la Banque islamique de développement, a financé le renouvellement, essentiellement renouvellement des ouvrages de la Médina, de Rebus et de Gueule-Tapée. C'est déjà 70 km de réseau qui vont être intégralement renouvelés. Dans le cadre du projet du collecteur Anfan, nous avons greffé un renouvellement de 100 km de réseau. C'est déjà ça, mais ce n'est pas suffisant parce que les réseaux sont extrêmement vieux. Et la plupart de ces réseaux sont ce qu'on appelle en amiante-ciment. L'amiante n'existe plus aujourd'hui. Les réseaux, il faut les faire en PHD pour arriver à avoir quelque chose qui tient. Donc, le problème du renouvellement de réseau, c'est un gros problème qu'on devrait pouvoir régler par le financement en besoin de l'assainissement. Je vais revenir dessus dans plus de détails. Voilà. Galaxy A50, je ne sais pas si c'est tout. A dit, le président a demandé l'audit du ouvrage d'assainissement de Dakar. Où est-ce que nous en sommes sur ce projet? Je parle à l'ONAS, mais ce projet est financé par, piloté par ce qu'on appelle la direction nationale. Je pense qu'ils sont assez avancés dessus. À chaque fois qu'on parle d'audit, les gens pensent malversation. Mais à mon avis, cet audit, c'est de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on doit renouveler. Et ce n'est pas seulement les ouvrages de l'ONAS, mais ce sont les ouvrages de l'ensemble des parties prenantes, à mon avis, qu'il faut faire un audit pour voir est-ce que le dimensionnement est bien fait, qu'est-ce qu'on doit faire de façon différente. Ma réflexion, elle est simple. Aujourd'hui, l'ONAS, sur un marché, a plusieurs types de pompes, par exemple. La Géroute a la même chose, les autres ont la même chose. Mais vous avez après une complexité que vous allez avoir en termes de maintenance. Tout ce qu'on aurait dû aller dans une logique de standardisation des équipements que nous utilisons. Voilà, Bibas a posé le problème de la forte croissance démographique. On ne peut pas se voiler la face, les gars. Vous êtes dans un pays où vous avez la population qui est multipliée par 2 tous les 25 ans. C'est très difficile, ce n'est pas seulement l'assainissement, ça pose des problèmes d'éducation également. Regardez les abris provisoires, regardez la taille des amphis. Il faudrait qu'on accepte de façon honnête. Je pense que le CRAC, c'est quand même des gens, je pense, qui savent mesurer la part des choses. Qu'est-ce que nous allons faire par rapport à ça? C'est un problème réel, ce n'est pas seulement l'assainissement. L'approvisionnement à nous, c'est tout. Je crois que c'est un problème, il faut travailler dessus. Voilà. La dernière question de Galaxy, il avait dit qu'il avait participé au projet d'assainissement de Kermassar par bon, en tout cas, à l'heure où je parle, il n'y a pas de projet d'assainissement aussi bien pour les eaux usées que pour les eaux pluviales. Bien sur les questions. Je commence par M. Gueye. M. Gueye a raison. Un quart de la population vit sur Dakar qui fait 0,3% de trucs. Qu'est-ce qu'il faut donner pour les nouvelles villes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire payer les gens. C'est la seule solution. Quand je donne un terrain à un promoteur privé, on ne lui donne pas l'autorisation de commercialiser tant qu'il n'a pas fini de mettre en place un système d'assainissement eau usée ou pluviale. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place un réseau, il s'agit de participer sur, par exemple, l'augmentation de capacité. Je vous ai dit tout à l'heure, aux Almadies, il y a beaucoup d'immeubles. J'ai écrit à tous ces gens, je dis, vous allez vous débrouiller, mais vous n'allez pas vous brancher sur mon réseau d'assainissement parce que je n'ai pas la capacité. Par contre, ce que je veux arriver à faire, c'est les amener, discuter avec eux. Ils me disent, DG, nous mettons telle somme d'argent pour participer à l'augmentation de la capacité. Parce que si nous ne font pas ça, moi, je prends le risque de les brancher. Ceux qui avaient des réseaux qui n'avaient pas de nuisance vont avoir de gros problèmes parce que le réseau va exploser. La solution, elle est là. Il faudrait qu'on arrive à faire payer les gens parce que l'assainissement, c'est avant tout un service. La collaboration avec les autres, je vais revenir dessus quand je vais répondre à Brahim. Les attentes de l'ONAS, c'est très clair. Les contrats fortement impliqués dans toutes les décisions de dire qu'est-ce que nous allons faire en termes d'assainissement et de faire payer le prix qu'il faut et de ne pas systématiquement être fait toujours devant le fait accompli. OK. Brahim, je suis d'accord avec vous, hein, mais je vais donner des exemples très concrets.
sur la collaboration. L'ONAS est impliqué, l'ONAS est dans les études. Et vous avez dit une chose importante. À la fin de la journée, on dit à l'ONAS, venez prendre. Mais quand l'ONAS prend, quand la Géroute ou l'ADM dit à l'ONAS, venez prendre, c'est qu'on ne lui donne pas l'argent pour assurer l'exploitation. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai le problème avec certains ouvrages du projet qu'on va me donner. Je dis, je ne prends pas. Parce que si tu me donnes l'argent avec lequel je dois assurer l'exploitation. La grosse difficulté, elle est là. Le deuxième exemple, il y a un projet, il y a un organisme de l'État qui a fini de faire des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Touba. Mais Touba, le seul exutoire qu'il y a là-bas pour les eaux pluviales, c'est l'exutoire de Kirnian. Si je laisse cette institution de l'État drainer ces eaux à Kirnian, je vais avoir des problèmes. Ils m'ont demandé, je dis non, je ne vous permets pas de vous brancher. Mais justement, c'est qu'il faut qu'on aille au-delà de faire les études. Dans la phase de la conception, on dit à l'ONAS, si je finis, est-ce que je vais avoir la capacité de drainer les eaux dans ta station? Si moi je dis non, tu ne pourras pas. Par contre, si tu mets de l'argent pour augmenter la capacité de la station qui va drainer les eaux, on pourra travailler ensemble. C'est ce travail qui ne se fait pas. Et c'est là où nous avons un gros problème. Et je crois que cette année, on a fait de gros efforts avec la PIX et partiellement avec la GTIP pour travailler, avec la Géroute pour travailler pendant la saison hivernale. Mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin que ça. On doit aller beaucoup plus loin d'une logique de dire à l'ONAS, venez valider nos plans et quand vous finissez, vous venez réceptionner. En tout cas, moi, directeur général de l'ONAS, je suis malheureusement très têtu. Tant que quelqu'un ne me donne pas l'argent, je ne prendrai pas les ouvrages. Et après, ce qui risque de se passer, c'est que ça va rester comme ça. Brahim, je suis d'accord. À l'image du FERA, il faudrait qu'on trouve un fonds d'entretien et de renouvellement de réseau. À l'image du FERA, le FERA, c'est un fonds d'entretien routier, il faut qu'on trouve. Malheureusement, on ne dit pas forcément, on ose, il y a des sujets qui sont très sensibles sur lesquels on ne parle pas. Quel est le levier de financement? Le levier qui permet de renouveler les réseaux, qui permet quand l'ONAS doit réagir, qu'on vienne le faire très rapidement sans avoir à nous poser des questions. Il y en a deux. Le premier, c'est qu'il faut augmenter le prix de l'eau. On ne va pas en parler parce qu'une partie du prix de l'eau doit servir à renouveler le réseau. Une partie du prix de l'eau doit permettre à l'ONAS de pouvoir fonctionner correctement. Une partie du prix de l'eau doit permettre, quand vous avez un réseau qui dégueule, à l'ONAS de pouvoir réagir. Mais cet argent, je ne l'ai pas aujourd'hui. Ça, c'est un point sur lequel on peut travailler. On peut faire de nouvelles taxes également. On peut faire des taxes sur le ciment. On peut faire des taxes d'imperméabilisation du sol. Pendant 10 ans, l'État vous dit, vous avez construit un immeuble, 10 étages, vous avez vendu vos appartements à 200 millions par appartement. L'État vous dit, vous avez construit, mais chaque année, vous devez payer un montant forfaitaire de tel à l'ONAS pour permettre de faire l'entretien des réseaux. Mais le système comme il existe aujourd'hui ne fonctionne pas en réalité. L'assainissement est moi ce que j'appelle un secteur très ingrat, qui est victime de ce qu'on appelle la force institutionnelle de l'eau. Vous savez, c'est tellement facile et c'est tellement plus glorifiant. Moi, je travaille dans l'eau potable, d'inaugurer un château d'eau parce que tout le monde le voit. Alors que quand vous faites un investissement à l'assainissement, personne ne le voit. Et les gens en parlent seulement quand ils ont les gens. En réalité, l'assainissement est victime de ça. Aujourd'hui, la SONES, elle est bénéficiaire. Elle arrive à dégager des marges de 4 milliards de francs CFA et de donner des dividendes. Alors que l'ONAS est dans une logique de déficit structurel depuis la réforme. Ça fait plus de 20 ans. Il faut qu'on arrive à équilibrer le secteur. Et quand on parle de secteur, ce n'est pas seulement l'eau potable, c'est eau et assainissement. Parce que quand vous avez 100 mètres cubes d'eau qui arrivent, et les 80 mètres cubes, ça finit dans les réseaux en réalité. Ça veut dire que si vous n'abordez pas le problème dans sa globalité, vous réglez un problème et vous en créez un autre. L'exemple le plus patent, c'est Kermassar. On va faire venir 200 000 mètres cubes d'eau à Dakar. Mais qu'est-ce qu'on va faire
des 180 000 mètres cubes d'eau qui vont venir et qui vont aller dans les égouts. On n'a pas pensé à ça. Ça veut dire que j'ai fait 200 000 mètres cubes d'eau qui vont venir. On aurait dû réfléchir pour dire ces 200 000 mètres cubes d'eau, il faudrait que je trouve très rapidement les investissements pour que les 180 000 mètres cubes d'eau qui vont être des eaux usées, qu'est-ce que je vais en faire? Mais ça pose en fait le problème d'analyse du secteur dans sa globalité. L'assainissement a toujours été le parent pauvre. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité du secteur de l'eau et de l'assainissement. Et donc, je pense que ça, c'est des changements. Ça, c'est ce qu'attend l'ONAS, en fait. Il faut qu'on fasse des changements très importants à ce niveau pour avoir un secteur eau assainissement équilibré. Je dis bien eau assainissement équilibré, mais malheureusement, ça demande des changements de paradigme très importants. Il y a des efforts qui sont faits, mais je pense qu'il y a également un chemin, qui reste à faire. Voilà, je viens sur Serigne. Oui, c'est vrai, je pense que Serigne a souligné. Je pense que le Sénégal, c'est quand même un bon élève. Il y a la partie institutionnelle. D'ailleurs, tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Mais moi, Serigne, j'aime me comparer avec les meilleurs. J'aime me comparer avec les meilleurs, Je pense qu'on doit avoir la capacité d'avoir le niveau d'excellence qui existe dans les pays maghrébins. On doit avoir la capacité d'avoir le niveau d'excellence qui existe dans les pays occidentaux. Parce que l'assainissement, c'est un droit. Je veux dire, c'est un droit. Et je crois qu'on a fait de gros efforts, c'est vrai, mais je pense qu'on doit aller, on doit aller beaucoup plus loin. Je suis d'accord sur le domaine de l'assainissement autonome, mais c'est nuancé. Vous savez, quand on démarrait un peu le projet Bill Gates, là, l'Agence française de développement a dit qu'il va nous donner de l'argent pour qu'on développe beaucoup l'assainissement autonome. J'ai fait un SWOT. Mes ingénieurs, la plupart m'ont dit, on ne connaît pas l'assainissement autonome. Cela veut dire, au-delà des populations, il y a un besoin de mise à niveau énorme à faire. Quand vous parlez à la Banque mondiale, vous leur parlez d'assainissement autonome, mais ça ne les intéresse même pas, tous ces gens-là. Et je peux vous assurer que ce n'est pas seulement les résistances au niveau des populations. Les résistances, elles vont au-delà des populations. Je pense que chez nous, à l'ONAS, nous, on peut régler le problème, développer des programmes de renforcement de capacité, ce que nous sommes en train de faire. Mais je crois qu'au niveau de certaines parties prenantes, il y a des problèmes. En plus, ce n'est pas au maire de dire qu'est-ce qu'il veut. Nous avons un État qui décide, c'est ça que je mets à votre disposition. Les résistances au système d'assainissement autonome sont dues à quelque chose, c'est que les systèmes qui sont mis en place ne sont pas fonctionnels. Alia en a parlé tout de suite. Il faut qu'on aille dans une normalisation. Le rôle du maçon, ce n'est pas au maçon de faire un système, une fosse septique, ce n'est pas son métier. Il faut aller dans des normes. Et je crois qu'à ce niveau, nous sommes en train de travailler avec l'Agence sénégalaise de normalisation pour arriver à finir. On ne peut pas continuer comme ça. Et elle n'est pas là devant. Elle est là aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à un certain moment précis à dire stop. Ça va au-delà de la NASA également. Ça remet en question tout notre système de création de richesse. Il faut qu'on arrive à fixer les populations dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Mais pour que les gens soient fixés, il faut qu'on arrive à créer de la richesse sur place, que les gens puissent se retrouver. Je ne crois pas que les gens veulent venir forcément s'entasser à Dakar. Les gens s'entassent à Dakar mais parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Je pense qu'au niveau du PUDC, ça se fait. Déjà, il y a des prémices. Au niveau de l'électrification rurale, tout ça, je pense, doit participer à fixer les populations. Mais elle est là devant nous. On n'a pas les moyens, en réalité, de faire face à cette forte urbanisation, galopante. Je pense qu'on est revenu un peu sur le financement de l'assainissement. Et je suis passé également sur l'équilibre du secteur. Sondo, en fait, il n'y a que le plateau. Passé par un réseau séparatif qui a été fait par les colons. Mais ailleurs, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens d'avoir un secteur, de faire du séparatif partout. C'est extrêmement coûteux. Celui qui va continuer à polluer volontairement, moi, ce que je vais faire, il faut le tamponner. Parce que s'il n'a plus les moyens de déverser, il va trouver une solution. Il y a une question importante. Est-ce qu'on va atteindre les ODD? On ne va pas les atteindre.
on ne va pas atteindre les ODD. On doit tendre vers les ODD. La grosse contrainte des ODD, c'est quoi? C'est que l'eau usée doit être traitée avant d'être rejetée. Toutes les stations d'épuration sont saturées aujourd'hui. Je ne sais pas si vous passez la corniche à Dakar. Regardez un peu la corniche, le nombre de rejets, le nombre de rejets d'eau qui n'est pas traité. Mais ça, ce sont les populations qui font ce qu'on appelle des branchements clandestins. Le Sénégal est très bien situé, mais je ne crois pas qu'il y aura un pays en Afrique, au sud du Sahara, qui va atteindre les ODD. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on tende vers ça. Les ODD, c'est dans 9 ans, c'est dans 10 ans, c'est après-demain. Voilà. C'est ça les questions. Je vais très rapidement répondre à Galaxy à 50, qui écrit en privé. Je ne sais pas qui c'est Galaxy en 50. Hein. Il me dit ici, c'était en 2009 le programme d'urgence de lutte contre les inondations dans la banlieue, le marché des Malika avait été fait. Je suis désolé encore une fois, je n'ai pas l'information sur comme ça. Par contre, je confirme que la partie parcelle Kermassar avait été commercialisée par les HLM. Cette zone est inondable, on n'aurait jamais dû. Je pense qu'on n'aurait jamais dû vendre. Mais je trouve que Kermassar ne connaisse pas l'inondation. Mais je pense que nous devons regarder au-delà de Kermassar, beaucoup d'autres zones. Ce qu'il faut, je pense, à la base, c'est qu'il faut construire. Il faut construire sur les chemins de passage de l'eau. Vous le faites, il pleut, ça vous rattrape. Mais ça, c'est beaucoup plus la responsabilité des collectivités, qui sont en bout de chaîne en réalité. Ça, je pense également, il faut le dire. Hein. Le maire, il est en des documents à construire. Je pense qu'il faut une large concertation, très large concertation sur les problèmes d'assainissement en général, si on veut régler le problème. Et moi, je dis très souvent, on n'a pas un problème d'assainissement, on a un problème d'aménagement de territoire, on a un problème de cadre de vie en réalité. Nous, ce qu'on fait seulement, c'est que c'est l'ONAS qui est au bout de la chaîne et quand il y a des problèmes, on crie sur l'ONAS. Voilà, je pense avoir répondu à certaines questions qui ont été avoir déjà répondu. Il fait 19h10, ça. Mais moi, je suis disponible à continuer avec vous jusqu'à 20h. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça parce que 20 minutes, c'est très, très peu. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions. Je reste à votre disposition pour la suite. Merci. Merci, M. Sarko, pour toutes les réponses apportées. Il y a M. Mansour qui aimerait poser une question aussi. Léna. M. Mansour, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Ouais, excusez-moi, le temps d'allumer mon micro. Donc, c'est très clair, hein, M. Sarro, on vous remercie encore. Vous avez répondu très précisément. Bon, je pense que ce n'est pas forcément le lieu pour personnaliser le débat, mais comme vous avez cité justement la cité Mbacké Faye, je me permets de poser la question. Je sais qu'il y a un gros projet qui avait été démarré dessus pour reprofiler un peu le canal qui traverse tout Ouakam. Et c'est un projet qui a été arrêté. Il y a eu des initiatives qui ont été prises pour justement, en fonds propres, avec l'aide des associations, pouvoir déconnecter vraiment tous les réseaux d'eau usée qui se greffent dessus. C'est un vrai problème des réseaux d'évacuation d'eau pluviale qui se transforment en évacuation d'eau usée avec tous les problèmes catastrophiques que cela suppose. Est-ce que c'est un projet qui va reprendre? S'il ne reprend pas, est-ce que les populations qui habitent et qui subissent les impacts peuvent le reprendre à leurs frais? C'est-à-dire qu'ils financent eux-mêmes les travaux. Voilà. Donc, c'est vraiment ces deux questions-là sur lesquelles je voulais vous apporter vos éclairages, s'il vous plaît. Merci. Merci, Mansour. Cette question, moi, j'habite à la cité Mbacké
Mansour. J'habitais à la cité Makiufei, je travaillais à l'OFOR. On est venu me dire, DG, il faut payer 400 000 pour qu'on te connecte à la maison. Mais quand je suis parti à l'ONAS, je me suis rendu compte que mon regard, il est sur le réseau d'évacuation d'eau pluviale. En fait, c'est que ce réseau, il commence à la VDN. Et c'est un réseau d'évacuation d'eau pluviale. Et toutes les nouvelles cités sont branchées dessus. Et ça arrive jusqu'à Ouattara. Et vous avez un réseau de drainage d'eau pluviale qui rejette directement dans la mer des réseaux d'eau usée. Makiufei, c'est un, mais il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi on est arrivé à cette situation à la cité Makiufei? Cheikh Hamar, quand on lui a donné la cité, l'État avait demandé de mettre en place un réseau d'évacuation d'eau usée, de traitement avec une station et tout. Pour diverses raisons, ce projet n'a pas abouti. Et quand Makiufei faisait son réseau, de bonne foi, je dis bien encore une fois, de bonne foi, qui finalement n'a pas réglé son problème et Makiufei était obligé de faire comme tous les autres, de se mettre sur les réseaux d'évacuation d'eau pluviale. Et ça pose beaucoup de problèmes de santé publique pour les populations, j'en suis très conscient. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Mansour, je vais peut-être vous décevoir. On parle de près de 2 milliards de francs CFA. Les populations ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Les populations ne peuvent pas prendre en charge ces dépenses. On ne parle pas de 100 000 ou de 400 000 francs CFA. Ça va au-delà de ça. Ce qui peut être fait ponctuellement, je dis bien ponctuellement, c'est commencer à fermer le canal, une partie du canal, pour au moins que ça ne pose pas des problèmes de nuisance. Ça, c'est ce qui peut être fait très rapidement. Après, il faut aller chercher l'argent. Aller chercher l'argent pour avoir un véritable réseau d'évacuation des eaux usées. Ce qui peut être fait assez rapidement. Mais pour ça, ce qu'il faut faire, classique. Moi, du CDC est en train de faire des immeubles là-bas avec le préfet pour qu'on pousse tout ce secteur privé, tous ces promoteurs privés à mettre l'argent à la poche pour régler ce problème. L'ONAS n'a pas. Je vais être très honnête avec vous, pour le moment, nous n'avons pas ces moyens. Mais la solution, c'est ça, c'est qu'il faut que les populations n'acceptent plus. Parce que quand vous prenez les plans de commercialisation de Makiufei, Mansour, j'espère que tu vas me confirmer, moi j'habite là-bas, mais dans le plan, on nous a vendu un réseau d'évacuation d'eau usée et d'eau pluviale. Mais c'est un peu partout la même chose. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à ce que les engagements qui sont pris par les promoteurs immobiliers soient respectés. Quand je dis à quelqu'un, je vous vends un terrain à 50, 60 millions, vous allez construire dessus, et dans le plan de lotissement, je prévois de mettre un réseau d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale, il faut qu'on arrive à faire respecter. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on autorise la vente tant que ce n'est pas réglé. Je ne cite pas des gens. L'IPRES et Socabec, ils sont en train de faire la même chose. Ils ont fini de construire, ils ont commercialisé et on se rend compte à la fin de la journée que les populations ne vont rien avoir. Qui font et qui vendent des terrains, l'État, l'ONAS, pour voir comment on peut, ce qui est dans les contrats de vente puisse être respecté. Voilà. Je pense que pour citer Makiufei, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les populations prennent les choses en main, écrivent au préfet de Dakar, écrivent aux opérateurs privés, mais vous n'aurez jamais la possibilité de collecter 2 milliards pour régler le problème. Ça n'est pas possible. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Mansour. Hein? Merci beaucoup, M. Sarro. Merci. Merci beaucoup, M. Sarro. Vos réponses ont été plus que claires. Je pense qu'il nous reste à peu près une vingtaine ou trentaine de minutes. On peut directement attaquer les perspectives pour la résolution des problèmes définitifs, entre guillemets, des problèmes d'assainissement au Sénégal. M. Sarro, vous avez la parole. Voilà. La première chose, je pense que pour régler définitivement les problèmes d'assainissement au Sénégal, la première chose, je crois, on ne peut pas régler tous les problèmes définitivement maintenant. Il faut qu'on comprenne que ça va être dans la durée.
que nous allons régler un problème. L'État a beau faire des investissements. Si nous tous, hein, vous, moi, on ne change pas forcément de comportement, sur ce que nous faisons des ouvrages, on ne va jamais voir le bout du tunnel. D'accord? Changer de comportement, c'est quoi? C'est ne pas construire sur les emprises. Changer de comportement, c'est quoi? C'est ne pas regarder les gens voler les regards. Changer de comportement, c'est quoi? C'est ce que vous faites, vous, le CRAC, qui en est plusieurs, qui pousse le secteur privé, les opérateurs privés, naturellement, à régler, à respecter les engagements. Ça, c'est au niveau individuel, ce que nous devons faire. L'autre souci, je pense qu'on en a parlé, c'est le financement de l'assainissement. Il faut forcément qu'on arrive à régler le problème du financement de l'assainissement. Et qu'on sache que l'assainissement, il n'y a pas un secteur de l'assainissement à part. C'est un secteur de l'eau et assainissement. Il faut, si c'est pas revoir le prix de l'eau à la hausse, mettre certaines taxes. Il y a la taxe d'imperméabilisation du sol qu'il faudrait forcément qu'on fasse. Je n'invente rien. Quand vous allez en Europe, où les problèmes d'assainissement sont réglés, quand vous faites un immeuble, vous payez ce qu'on appelle une taxe d'imperméabilisation des sols, parce que vous participez vous participez à créer les problèmes des inondations, et l'État n'a pas forcément les moyens. Je pense qu'il y a ces taxes qu'il faut poser, à l'image de ce qu'on fait avec le FERA. Il faut peut-être mettre une taxe sur le ciment, sur les constructions, etc., etc. Voilà. Je pense que le bon côté, c'est que nous, au niveau de l'ONAS, on a travaillé de régler ces questions. Maintenant, l'autre, c'est la question la question du financement des investissements. Est-ce que vous savez que c'est la première fois depuis les indépendances, depuis 1960, des villes comme Kaffrine, comme 1921, comme Tivaouane et beaucoup d'autres villes, c'est la première fois qu'ils vont avoir des systèmes d'assainissement qui vont être mis en place. Pas tout, hein. Par exemple, pour Tivaouane, ça va être un système d'assainissement d'eau usée. Pour l'eau pluviale, ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a des priorités partout, etc., etc. Je crois qu'il faut réfléchir de façon globale et de façon graduelle. Comment nous allons inscrire l'assainissement dans les secteurs prioritaires de l'État? Au niveau de l'ONAS, on est en train de travailler dessus pour que l'assainissement soit inscrit dans le secteur prioritaire. Mais même si c'est inscrit dans les secteurs prioritaires, ce n'est pas dans les 10 ans que nous allons dire que nous allons régler tout le problème. Le dernier point, je pense que j'en suis revenu, il faut qu'on sache un shift et qu'on comprenne que l'assainissement collectif n'est pas une alternative pour nos pays. On n'atteindrait pas les ODD parce que justement, nous sommes dans une logique d'assainissement collectif, justement. Voilà. Et je crois qu'il faudrait qu'on change à ce niveau-là, qu'on regarde quel est le meilleur système. On ne peut pas faire de l'autonome partout, mais il y a des zones où c'est l'assainissement collectif. Il faut. Le dernier point, je crois qu'il faut qu'on accepte de sortir parfois de la politique et de dire quelles sont les mesures fortes. Le prix de l'eau a été bloqué au Sénégal pendant 10 ans dans le passé. 10 ans. On a bloqué le prix de l'eau, mais quand vous bloquez le prix de l'eau, naturellement, ce que vous faites également, c'est que vous bloquez les ressources qui doivent permettre au système d'assainissement de fonctionner. Vous bloquez également la capacité pour la SONES de pouvoir faire des investissements. Donc, parfois, je pense qu'il y a des mesures courageuses, il y a des mesures fortes qu'il faudrait qu'on prenne si on veut régler les problèmes d'assainissement. Il y a 2 ans, une étude a été faite sur Dakar. Et vous savez qu'est-ce qui est venu en premier comme besoin des populations? L'assainissement. Ça demande des moyens. Ça demande des moyens financiers très, très importants, je pense, si on va y arriver. Donc, les pistes de solutions, il y en a 2. Je pense que l'État continuera, je pense, à financer l'investissement, à financer l'assainissement dans le domaine de l'investissement. Il faudrait qu'au niveau des populations, qu'on travaille beaucoup plus dans la sensibilisation. Et il faut augmenter les ressources de l'ONAS pour qu'on puisse arriver à gérer nos charges d'exploitation. Le dernier point, je crois qu'une directive du président a été claire, c'est qu'il faut un cadre unifié d'intervention sur l'assainissement. Tout le monde ne peut pas faire de l'assainissement, ce n'est pas possible. Il faudrait arriver à ce qu'on réfléchisse pour trouver un cadre unifié d'intervention sur l'assainissement. Voilà. C'est ça les grosses pistes de solution, à mon avis, si on veut trouver une solution.
Et je pense que Mamie vient de le dire tout de suite, il faut un État très, très fort qui pousse les promoteurs à respecter les règles, le cadre de vie des populations. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Sarro. Si je peux me permettre de résumer un peu, vous avez été clair depuis le début que régler les problèmes d'assainissement de solutions de changer les comportements. Assainissement, découvrir le secteur eau assainissement, autant pour moi. Aussi une alternative pour trouver des systèmes, adapter des systèmes d'assainissement adéquats en fonction des zones. Et aussi penser à créer un cadre unifié d'intervention dans l'assainissement. Maintenant, est-ce qu'il y a des séries de questions pour cette dernière partie du webinaire? Oui, moi je... Oui, Abibatou, on pourra prendre peut-être 3 questions après, on va procéder à la clôture. D'accord. Alors, Monsieur Sano, vous avez la parole. Merci. En tout cas, je pense que c'est une soirée très riche et je voudrais encore remercier M. Sako pour ces informations très utiles. Et moi, je pense que j'ai beaucoup été enrichi par rapport aux solutions, aux perspectives. Et je vais revenir un peu sur le financement parce que ce que j'ai entendu, l'assainissement est le parent pauvre. Alors que, en fait, l'assainissement un peu porte toutes les questions des eaux usées que nous envoyons dans la nature. Donc, c'est important, effectivement, qu'on puisse financer l'assainissement au même titre, sinon même plus que l'eau. Alors, pour moi, si l'assainissement est une priorité, et M. Sako l'a dit, c'est un droit. Donc, il va falloir effectivement dégager les moyens parce que si on finance l'assainissement, ça veut dire qu'on gagne sur la santé. On gagne sur l'éducation. Parce que si je prends un exemple où on constate que moi, c'est vraiment un regret pour moi quand je suis dans les rues de Dakar, de voir que des gens jettent des gobelets dans les égouts. Donc tout ça, ça montre qu'il y a un problème d'éducation. Donc, si on veut effectivement mettre l'accent sur ces autres aspects prioritaires, il faut financer l'assainissement. Donc, pour nous, en tout cas en tant qu'OST, il est important effectivement de financer l'assainissement est une priorité. C'est la priorité des priorités. Et l'autre aspect, c'est la question de la sensibilisation. Monsieur Sako l'a dit, il ne faudrait pas que l'ONA soit seulement là en aval, parce qu'il y a des choses qui se passent, on voit des gens qui jettent. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Est-ce qu'il y a un type de sensibilisation ou même à la limite de répression de ceux-là qui ont des comportements qui ne sont pas bien? Parce que ce n'est pas possible d'admettre que, et je sais qu'après certaines fêtes, on voit des pots d'animaux qui sont jetés. Donc, tout ça, ça contribue à boucher les égouts. Donc, voilà un peu ça. Et la dernière question, c'est le fonds bleu. Je sais que l'État du Sénégal est en train de mettre en place ce qu'on appelle le fonds bleu. Est-ce que ce fonds bleu ne va pas aussi contribuer à l'assainissement? Parce que pour moi, ça pourra permettre aussi d'augmenter les fonds de l'ONAS et tout cela qui intervient dans l'assainissement. En ce qui concerne l'augmentation du prix de l'eau, c'est une question, je pense, assez sensible. Donc, il va falloir réfléchir parce que plus on augmente le prix de l'eau et on aura des problèmes d'accès à l'eau des populations. Donc, pour moi, je pense qu'il faut réfléchir sur ces deux aspects. Soit l'État paye pour ne pas qu'on augmente, mais en donnant les moyens à l'ONAS. Donc, voilà un peu vraiment quelques contributions que je voulais faire. Et je suis d'accord pour qu'on équilibre au assainissement. Tant qu'il n'y a pas d'équilibre, l'assainissement va toujours être le parent pauvre. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, monsieur Sano. Je vous en prie. Y a-t-il un autre participant qui veut poser des questions? Abibatou, j'ai juste une toute dernière question. C'est Khadi. Oui. Oui, Khadi, tu as la parole. Voilà, en fait, c'est une question contribution. C'est un peu sur la dernière partie qui concerne un peu les perspectives. Et je pense qui ont été, sur certains, en tout cas, points, ont été donc un peu les solutions énumérées par M. Sarko. Alors, moi, en fait,
toujours par rapport, je pense tout à fait au début de son discours, il a parlé des OMD et maintenant du contexte actuel des ODD qui consistent non seulement disons à la collecte des eaux traitées, des eaux usées, mais également au traitement. Alors, moi, à mon avis, je pense que le traitement de ces eaux usées pourrait être un prétexte pour pouvoir un peu introduire donc la notion d'économie circulaire. Bon, j'en ai un peu entendu sur certains forums auxquels j'ai participé. Dans le monde, maintenant, les gens parlent de plus en plus d'économie circulaire, c'est-à-dire l'utilisation des eaux usées traitées avec des nouvelles technologies maintenant pour un peu donc atténuer la demande en eau. Voilà, en eau potable précisément dans un contexte que nous savons tous, que nous subissons tous en tout cas, qui est un contexte de stress hydrique où il n'y a pas assez de ressources en tout cas d'eau pour pouvoir donc alimenter convenablement la population. Alors, toujours par rapport à cette économie circulaire et en rapport avec les possibilités d'autofinancement du secteur, parce que tout à l'heure, M. Sarro a bien parlé en tout cas du problème de financement du secteur, du sous-secteur de l'assainissement, que ce problème-là également constitue un blocage pour, disons, couvrir les charges d'exploitation, mais également les charges d'investissement du réseau de l'infrastructure de l'ONAS. Alors, pourquoi ne pas, à mon avis, je pense qu'on pourra utiliser ce système d'économie circulaire, c'est-à-dire une fois les eaux collectées à travers les stations d'épuration qui sont un peu partout dans Dakar et dans les régions, donc traiter cette eau, mais non, au lieu de le rejeter peut-être dans le milieu naturel, de pouvoir utiliser cette eau-là pour, par exemple, l'agriculture. C'est vrai que le Sénégal n'est pas encore préparé, comme d'autres villes le font, comme au Japon, c'est-à-dire utiliser directement cette eau-là pour la boisson. Nous ne sommes pas encore dans ce contexte, mais à mon avis, cette eau-là pourrait être utilisée pour l'agriculture, par exemple. Au lieu de prendre de l'eau potable pour alimenter directement, par exemple, les maraîchers, les agriculteurs, on peut utiliser cette eau usée, traitée, pour pouvoir donc leur donner de l'eau, mais en même temps avoir un peu donc, une possibilité à travers cela d'autofinancement du secteur de l'assainissement. Voilà, c'est juste une question contribution que j'avais au regard de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, un débat vraiment qui a été très riche en enseignement et je remercie encore M. Sarr. Merci. Merci à vous, Hadi. Merci à M. Sondo. Je pense que M. Sarro, vous pouvez directement répondre à ces deux questions. M. Sarro. Merci beaucoup, merci. Je vais commencer par dire à Hadi, si vous avez le temps, je vous ferai visiter notre station de Niayes. Nous avions un projet qu'on appelait Programme de structuration du marché des boues de vidange, où l'eau qui est traitée est transformée où les boues sont traitées en eau et en engrais organique. Mais c'était une phase pilote. Et c'est toute la logique de l'assainissement autonome. L'assainissement autonome, c'est pas seulement prendre les boues, c'est pas seulement avoir des fosses septiques, ça intègre tout ce qui est économie circulaire. Et nous allons faire ce qu'on appelle un passage à l'échelle. Et plus ça crée de l'emploi en réalité. Mais je pense qu'on pourrait déjà, un jour, si vous avez le temps, on peut faire une petite visite de ce qui est en train d'être réalisé. Daouda, merci beaucoup. Mais je pense qu'on ne peut pas parler, je vous ai dit tout à l'heure, ce que nous avons, c'est un problème de cadre de vie. L'assainissement, c'est les déchets solides, c'est les déchets liquides. Si vous n'avez pas le problème des déchets solides, qu'est-ce qui risque de se passer? Et les gens, ils n'ont pas où jeter leurs déchets solides. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les mettre dans les égouts. La réflexion doit être beaucoup plus globale. On ne peut pas traiter l'assainissement tout seul comme ça. C'est pour ça, dans beaucoup de pays, parfois, l'assainissement, vous l'avez au ministère de l'urbanisme, dans certains pays. Parfois, vous l'avez dans le ministère
de l'eau et de l'assainissement. Et je pense au Sénégal, dans le passé, on avait même rattaché l'assainissement à un ministère du cadre de vie. Voilà. Je pense que je vois une question de sono. Voilà. Je pense, si on veut être très sérieux, les gars, il faut faire sauter la fenêtre. Tu dégages la fenêtre, tu mets une seule structure qui s'occupe de l'eau et de l'assainissement. Il n'y a aucun rationnel à avoir une société d'eau ou une société d'assainissement. Si on veut optimiser les ressources, il faut créer une seule société qui soit une société de patrimoine, qui gère l'eau et l'assainissement en même temps. Et ça va permettre de régler automatiquement tous ces problèmes dont on a parlé, qui sont des problèmes d'équilibre, du secteur. Imaginez qu'il y ait une seule société qui s'appelle Société d'eau et d'assainissement du Sénégal. On n'aurait pas ces problèmes où une société a un bénéfice de 4 milliards de francs CFA et une autre a un déficit structurel en permanence. Si on avait une seule société, la même société qui va dire je fais venir 200 000 m3 jour à Dakar et va réfléchir automatiquement pour trouver le financement, pour dire comment je vais faire pour régler les problèmes d'assainissement. Je crois qu'il faut des réformes courageuses, structurelles qui devront permettre de régler ce problème. Voilà, dernier point, vraiment, je vous remercie et vous félicite. Comme j'ai dit encore une fois en introduction, je crois qu'il faut que des structures comme ça, comme le CRAC, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, travaillent pour que les gens connaissent d'abord les politiques publiques, travaillent également pour que les gens connaissent ce qu'on appelle leurs droits et leurs devoirs, travaillent mais surtout pour être des forces de proposition. Et c'est comme ça qui permettra à notre continent, je ne parle même pas du Sénégal, à l'Afrique de s'en sortir. Il faut des choses qui soient très fortes, il faut des initiatives de ce genre qui puissent arriver à fonctionner comme ça. Et je crois que l'assainissement, c'est un volet, mais les problèmes de l'emploi des jeunes, c'est un autre volet également très, très important. Le problème de financement de nos pays. Aujourd'hui, on parle de relance. Vous savez, ce qu'on a vu pendant le Covid doit tous nous ouvrir les yeux. Quand il y a eu le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars sont tous partis. Ils sont tous partis. Comment nous devons faire pour que les marchés publics que nous avons dans nos pays, au lieu que ça aille aux mains, je ne suis pas naïf, je ne suis pas nationaliste, les marchés publics que nous avons, qu'est-ce que nous devons faire pour que nos entreprises publiques puissent en bénéficier? Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'on puisse arriver à avoir un secteur privé très fort? Et je crois que ça, c'est des thèmes qui ne sont pas forcément des thèmes, l'assainissement, c'est très spécifique, qui ne sont pas forcément des thèmes sur l'assainissement qui devront permettre de nous en sortir demain. Parce que c'est un secteur privé fort qui va permettre de créer des emplois. En tout cas, moi, je vous félicite et vous encourage vraiment à continuer à avoir des webinaires de ce genre pour arriver à sensibiliser les jeunes et surtout faire venir beaucoup plus de monde. Et je crois que c'est comme ça seulement que notre pays, je ne dis même pas le Sénégal, le continent arrivera à s'en sortir. En tout cas, je vous remercie une fois encore pour m'avoir donné cette forte opportunité de partager avec vous. Merci. On a dépassé juste de 5 minutes, mais je pense qu'on a tenu dans le temps. Je vous remercie une fois encore. Merci à vous, M. Sarro. Je pense que c'est à nous de vous remercier parce qu'on a eu vraiment un exposé vraiment très, très, très brillant. Une nouvelle vision de l'ONAS en général, de ses attentes, de ses réalisations et toutes les solutions et perspectives que vous avez énumérées. Nous ne pouvons que vous remercier. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà dit votre mot de la fin. Je vous laisse la parole. Et après, on va passer la parole au président du mouvement CRAC, M. Mbotch. Alors, M. Sarro, vous avez la parole pour votre mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est ce que je viens de dire, c'est de vous encourager. Je pense que vous devez aller beaucoup plus loin que ça. Je pense que vous devez multiplier ces genres d'échanges et vous devez essayer. Nous sommes 27, je ne sais pas si c'est bon, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. C'est le mot de la fin. Moi, je vous encourage à continuer à persévérer dans cette direction-là. C'est vraiment ça le mot de la fin et aborder d'autres thèmes qui sont aussi problématiques que pour les pays. Comme je dis, une fois que je vois des jeunes humains qui traversent l'océan pour aller en Europe, c'est que nous... Monsieur Sarro? Oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon, vous avez fini.
Oui. Merci à vous, M. Saro. Alors, on peut passer la parole à M. Mbok. Youssoufeu. Oui, Abibatou, merci beaucoup. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier les participants. Ils sont restés jusqu'à 19h36, au-delà même de la prière. Donc, cela veut dire qu'il y a un certain intérêt par rapport au sujet qui a été proposé. Remercier vivement Abibatou pour la brillante modération. Je pense qu'elle a reporté fidèlement les questions. Elle les a bien résumées. Remercier aussi Alia, qui est connecté, mais c'est par son entremise que j'ai eu le contact de M. Saho, qui a été prompt et très réactif, très disponible, comme me l'avait prédit Alia d'ailleurs. Donc, merci à toi, Alia, pour l'entremise. Merci particulièrement à M. Saho pour la clarté de l'exposé, parce qu'on en sait beaucoup plus maintenant par rapport à la politique de l'assainissement, la politique, la vision de l'ONAS. Et je pense qu'on ne peut pas tendre le perchoir à une partie et nier l'autre partie. Donc, à mon avis, nous sommes un mouvement une force de proposition et de contribution. Il faut qu'on multiplie, comme l'a dit M. Saho, ces genres de webinaires-là avec des problématiques. Nous sommes dans cette droite ligne-là. Je pense qu'on en est, depuis le Covid, à notre 6e webinaire. Semaine prochaine, on en aura un autre sur l'entrepreneuriat. Donc, on va continuer sur cette lancée-là. Donc, remercier tout le monde. Moi, je retiens particulièrement, parce que je n'ai pas eu le temps de glisser mes questions, mais quand même, j'ai retenu beaucoup de leçons apprises. Donc, il y a la formation des acteurs. Il y a un réel problème de formation des acteurs. Moi, j'en connais peu d'experts en assainissement. Peut-être c'est Céline Touré qui est intervenue, qui maîtrise très bien le sujet. Mais on a peut-être le génie civil dans les bases de sa formation, les ingénieurs du génie civil qui ont cette base-là en assainissement. Et pour aller en profondeur, peut-être qu'il faut aller du côté de l'EIR, l'école interétat de Burkina. À mon avis, il faudrait qu'au Sénégal, que M. Saho, vous et les autres acteurs comme Céline Touré, poussez le gouvernement ou bien les acteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur à créer des écoles focus sur l'assainissement. C'est important à mon avis parce que c'est une problématique qui sera là pour longtemps. D'ailleurs, à travers votre discours, on sent que le problème n'est pas encore résolu et qu'il va y avoir encore ce même problème-là l'année prochaine. Donc, à cet effet, les mécanismes de financement dont vous avez parlé, il faudrait véritablement que l'État vous appuie là-dessus. Que ce soit sous forme de taxes ou de redevances, comme nous, on le fait du côté de la Sénélec. Peut-être on a pris une décision assez impopulaire, réajuster le tarif de l'électricité. Ça a été impopulaire. Quelque part, on a essayé de justifier en disant que ça, c'est pour l'électrification rurale. Je pense que ce sont ces genres de mécanismes-là qu'il faut utiliser, même si ça ne peut pas financer l'entièreté du problème. Mais il faudrait quand même les utiliser pour pouvoir faire souffler un peu l'ONAS. Il faut aussi, comme vous l'avez dit, que les autres acteurs aussi, à l'AGEROUTE, l'AGETIP, qu'ils contribuent à leur façon aussi. Je pense qu'on va essayer de les contacter pour qu'eux aussi ils disent ce qu'ils pensent de l'assainissement, parce que c'est un problème assez sérieux. Donc, trouver le financement, il faut qu'aussi l'État, bon, ça c'est pour l'État, qu'il soit transparent par rapport à comment est-ce qu'il utilise l'impôt. Parce que tu vas demander à quelqu'un de payer une taxe ONAS, une taxe assainissement, une taxe pour l'eau, une taxe communale à travers les factures d'électricité. Beaucoup de taxes qui sont payées, on n'a pas surtout cette visibilité-là par rapport à comment est-ce que ces taxes et redevances-là sont utilisées. Heureusement, du côté de la Sénélec, bien sûr, la taxe redevance électrification rurale, là, c'est tracé très clairement. Et la taxe communale aussi, c'est tracé et on sait quel montant et à qui c'est versé. Je pense que ce sont ces initiatives-là qui permettent aux populations de savoir que les taxes, il faut les payer, mais aussi, ils sont utilisés tels quels. Donc, avoir au moins des rapports par rapport à l'utilisation de ces taxes-là. Donc, remercier M. Saho pour avoir attiré l'attention sur la formation des acteurs, la normalisation, ne pas laisser les maçons faire les conduites et les fosses, du moins. Le financement de l'assainissement aussi à travers les leviers, c'est important. L'entretien des réseaux, comme l'a souligné Birahim Fall aussi, c'est très important. La disponibilité de l'information, comme l'a souligné aussi Sanon, je pense, ou un autre. Moi, personnellement, peut-être la suggestion que je donnerais par rapport au paiement actuel des taxes, je pense qu'il y a des frais à payer pour être raccordé au réseau. On a l'information via un bout de papier. Oui. Mais oui.
Voilà, mais si on pouvait avoir un autre moyen de paiement, pas seulement se déplacer, aller au niveau de la banque CBAO pour payer, mais avoir la possibilité de le payer via Orange Money, je pense que la majeure partie des gens pourront le faire et ça réglerait en partie le problème. Souligner aussi le fait que Serine Touré est revenu sur la cherté de l'assainissement autonome. Vous prenez pour un assainissement autonome, il serait bien de trouver une solution pour pallier à cette cherté-là. Si on prend l'exemple des Américains, comme il a dit, peut-être là, ça, sur le long terme, ça va être assez cher. Je pense que c'est le cas de tout ce qui est dispositif autonome, que ce soit au niveau du solaire, que ce soit au niveau aussi de l'assainissement. C'est presque les mêmes problématiques qu'on a. Donc, le traitement des exutoires, le problème de traitement, les exutoires, c'est un réel problème aussi qu'il faut résoudre. Maintenant, moi, personnellement, en tant que membre d'un mouvement citoyen, je me dis que nous, citoyens, on a une responsabilité. Donc, un comportement citoyen responsable à adopter. Parce que tantôt, on l'a souligné, après la Tabaski, tout un chacun met sous terre, tout un chacun balance partout. Ça crée l'imperméabilité des sols, donc la nappe phréatique aussi à long terme va être polluée. Donc tout ça sont des problèmes qui sont dus en partie aux citoyens. Donc nous, notre rôle en tant que mouvement citoyen, c'est d'alerter les populations, de les sensibiliser par rapport à ces problèmes-là, surtout à la veille des événements, des gros événements comme la Tabaski, etc. Je pense qu'on va s'engager quand même et essayer de réfléchir sur un plan d'action pour essayer de sensibiliser le maximum à travers les flyers, à travers les réseaux sociaux, là-dessus. Donc, M. Sarro aussi est revenu sur les politiques publiques. Donc, moi, personnellement, j'ai trouvé le débat très riche, que ce soit du côté de M. Sarro, que ce soit du côté des intervenants, avec des questions pertinentes. Donc, nous allons remercier vivement M. Sarro pour sa disponibilité, la réactivité et la clarté de l'exposé. Remercier aussi les participants pour les contributions louables et très pertinentes. Sans pour autant, je ne vais pas quitter sans pour autant annoncer quand même que la vidéo sera partagée via YouTube, via les réseaux sociaux. Même les audios aussi seront partagés via WhatsApp. Ceux qui désirent, peut-être qu'ils ne font pas partie du mouvement, qui désirent disposer de cet audio-là, je vais donner sur la fin mon numéro de téléphone, WhatsApp, pour qu'on puisse le transférer, ces audios et ces vidéos-là. Donc, j'en profite pour annoncer que le prochain webinaire sera fait avec Madame Mam Kharidjen, qui est très connue dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'est elle qui va partager son expérience sur l'entrepreneuriat avec les membres et les sympathisants du CRAC. Donc, nous allons partager les affiches et tout ce qui est lien Zoom pour ce webinaire-là. Merci à vous tous. Merci particulièrement à M. Sarro. Si vous avez un dernier mot à glisser aussi, allez-y. Mais merci à tous les participants. Ben, n'hésitez pas à m'inviter à vos webinaires. Quand j'ai le temps, je serai là, d'accord? Il n'y a aucun souci. Merci, merci beaucoup. Merci, M. Sarro. Merci à tous. Merci. Et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Man de 100 francs yor ma ko